ils n'étaient pas venus. Bon, ben, vous êtes tous là, évidemment. Une tablette, allume n'importe quelle tablette et regarde toi. Allume n'importe quelle tablette, oui, j'ai pas de tablette, mais effectivement, oui, on peut dire ça. Bon, encore quelques minutes. J'espère qu'il a pas enregistré. Non, ça va, c'est bon. Bon, allez, tu vas aller dans le parking. Oui, ben, il faut. Ah bah c'est gentil. Maestro, tu es prêt? Bon, bonsoir à tous pour cette dernière conférence de la saison. Bonjour à ceux qui sont sur Internet et qui nous voient, j'espère, et qui nous entendent, c'est encore mieux. Je me présente, Jean-Pierre Martin, je suis physicien, membre de la SAP et organisateur des conférences mensuelles. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, on va démarrer par une communication très importante. Vous saviez peut-être qu'on avait des problèmes de salle, puisque là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes hébergés gratuitement par l'agro, mais ils voulaient que ça cesse, et donc on aurait dû normalement payer beaucoup pour continuer ici. Donc la SAF ne pouvait pas se le permettre, et ça fait plusieurs mois qu'on cherche des salles dans Paris, c'est pas évident. Et grâce à ma compagne Danielle, que vous voyez là-haut, celle qui fait le contrôle des entrées, elle a eu le nez creux. La dernière fois que j'ai donné une conférence à la Télécom ParisTech, elle a eu le nez creux de demander s'il y avait quelqu'un qui s'occupait des salles. On a eu les noms, on a téléphoné. Bon, ça s'est discuté un peu, on ne nous a pas dit ni oui ni non pour la prochaine saison, mais on nous avait dit oui pour la saison d'après. On a quand même rempli une convention et ça a marché. Et j'ai eu le résultat ce matin. Ce matin. Donc vous voyez, c'est tout chaud, j'ai même fait une erreur, la rue Barreau c'est dans le 13e et non pas dans le 14e. Donc, maintenant, à partir de la rentrée, nous aurons nos conférences mensuelles à Télécom ParisTech, c'est 46 rue Barreau, dans Paris 13e et non pas 14e comme j'ai écrit. Et là, il a fallu que je choisisse. Il y avait soit un amphi de 140 places qui pouvait être libre les mercredis, soit un amphi de 300 places, mais jamais libre en semaine, libre que le vendredi.
eh bien, j'ai choisi l'amphi de 300 places le vendredi. Donc, vous avez tous compris ce que ça veut dire. Maintenant, ça sera le deuxième vendredi du mois, au lieu du deuxième mercredi en principe, sauf pour le mois de septembre, car vous savez que le deuxième vendredi de septembre, le 15 septembre, il se passe quelque chose. Saturne, Cassini va mourir dans Saturne et on fait un grand événement à la Cité des Sciences, donc on ne voulait pas que ça fasse doublon. Donc à partir de septembre, on vous accueillera à l'Amphi Thévenin de 300 places. Et Daniel, approche. Je vous demande d'applaudir Daniel, c'est grâce à elle. Donc, on sera à Télécom Paris-Tech et j'espère que tout se passera bien. Alors évidemment, mon problème, vous avez compris, j'ai des conférenciers qui ont dit oui jusqu'au mois d'avril. Ils ont dit oui pour un mercredi. Dès demain, je vais les prévenir et espérer qu'il n'y ait pas trop de grabuge. Donc, voilà. On verra. Donc, je vous tiens au courant. La première réservation, ça se fera à partir du 15 août. Mais je vous conseille bien entendu de consulter mon site internet pour voir où ça en est. Je pense que d'ici 15 jours, on aura des informations. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les vidéos des 2 dernières conférences sont en ligne grâce à notre ami Laurent, merci. Elles sont donc dans les comptes rendus. Vous voyez notre ami Jean-Philippe Usan, qui était le dernier conférencier, qui nous a tout dit sur le Big et sur le Bang. Et voilà, le calendrier des événements qui peuvent vous intéresser. Alors, je rappelle, non, je ne rappelle pas puisque je ne l'avais pas déjà annoncé, il y a quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'astronautique, et particulièrement aux missions Apollo. Notre ami Olivier de Goursac de la SAF et de la Planetary Society a plein d'informations assez originelles et assez exclusives à nous dire sur les missions Apollo. Et ça se passe à la tour initiale à la Défense, à l'auditorium de RTE, à 17h30 demain. Alors, inscription est obligatoire. Tiens, j'avais mis un numéro de téléphone. Oups. Faudra voir. Vous cliquerez sur mon site si vous voulez, mais enfin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que ça va être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, il y a les 350 ans de l'Observatoire de Paris. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe sur 2 jours, les 21 et 22 juin. Le 21 à l'Observatoire, le 22 à Versailles. Rassurez-vous, ce n'est pas dans la Galerie des Glaces et vous ne rencontrerez pas Poutine. Mais quand même, c'est à Versailles. Voilà. Par contre, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Et là, vous cliquez sur le lien sur mon site et vous pouvez vous inscrire. Je crois qu'il reste encore de la place. Ça y est. Donc ça, vous oubliez. Pour le moment, vous oubliez les dates. Les pauvres, je vais les prévenir. Sans doute pas. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Hannay, qui nous vient du sud de la France. Et il n'a pas l'accent, parce qu'il est parisien, je suppose. Non. D'origine vague. Ah, d'origine vague. Ah oui, des vagues. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de vagues. Voilà. Alors, il est physicien au département de recherche sur la fusion magnétique, au CEA, et il fait partie de l'équipe ITER. Et alors j'ai vu sur Internet que l'on pouvait sous-titrer cette conférence « Demain, l'énergie des étoiles sur Terre ». On va voir si c'est vrai. Avec un point d'interrogation. Je lui passe la parole. Mais avant, je vais faire le fameux panorama. Et je vous passe le... Oui. Ça. Allez-y. Et merci Voilà, prise de courant. Vous allez vous mettre là.
Allez, pour la postérité, pour une fois. Ça va comme ça, Laurent? La lumière, c'est bon? J'ai perdu le calme. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez perdu? Le calme. Le jus, vous avez. Le point de télé, c'est ça. Le micro, c'est ça. Vous avez perdu là. Problème. J'ai un petit problème de format. Il y a un problème? Il y a un problème de format, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie de mon image qui est sur. Ah oui, mais c'est à vous de faire ça. C'est dans le PC. D'accord, je cherche ça. C'est dans l'affichage. C'est pas mon PC. Non, attendez, c'est pas mon PC. Moi non plus. Est-ce que quelqu'un se connaîtrait ça c'est la liste, c'est dans sur liste, s'échappe, Paramètres. mettre d'affichage. On va deux fois dire y a-t-il un informaticien dans la salle? On va essayer résolution. WX, c'est pas de l'informatique. Change de résolution. Je sais pas, je regarde. Ne coupez pas de vidéo. Ça va? Je veux bien votre aide hein, si je va aller pas déranger. C'est un peu mieux, voilà, je crois que c'est bon. Voilà, merci beaucoup. C'est l'aspirateur hein, qui est venu, il va. Voilà. Voilà, bonjour, donc excusez-moi, donc je suis Jean-Marc Hannet, voilà, je viens du Sud, je viens d'Aix-en-Provence. Ah oui, le micro, pardon. Donc je vais vous parler de la fusion nucléaire, donc je travaille depuis à peu près 34 ans maintenant sur la fusion. Précédemment, je travaillais sur l'énergie solaire et avant ça sur la fission. Voilà, donc un réacteur de fusion qui fonctionne, le soleil, peu efficace, soit, mais durée de vie assez longue, hein, des milliards d'années approximativement. Et je vais vous parler donc de réacteurs de fusion qui, eux, ne marchent pas, hein, et qu'on espère faire marcher, donc la fusion magnétique. Et je vous parle aussi de la fusion inertielle. Voilà. Donc, oui, bon, on n'est pas tout à fait, la résolution n'est pas tout à fait la bonne, je vais peut-être revenir un petit peu. Ouais, je vais essayer de prendre une résolution un peu plus petite parce que je crois qu'on est encore trop gros là.
Non, non, il manque des bouts. Vous voyez, la phrase se termine là. Je vais revenir ici. Des promesses, toujours des promesses. Oui, des promesses. Voilà. La fusion promet beaucoup, oui. Vous savez, Prométhée, c'est on vole le feu du ciel, Prométhée, on promet beaucoup, en effet. Alors, c'est là. Est-ce que ça marche mieux? Non, c'est pas mieux. Sur la résolution. Je n'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Voilà. On va essayer de marcher comme ça. Hein. Ça sera on va essayer de marcher. Il ne manque pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous ne perdrez pas beaucoup. Voilà, donc je vais vous parler d'une pénétration. Oui, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Je vais vous parler donc d'une pénétration profonde, hein, beaucoup plus intime, comme l'a défini Jean Perrin, Jean-Baptiste Perrin, donc prix Nobel de physique 1926, hein, pour qui parlait, pour la première fois dont on a parlé, quand on a parlé de la fusion, c'est comme ça qu'il l'a défini, hein, sachant que cette réaction de fusion mêle de manière beaucoup plus intime les atomes, puisque ce sont les noyaux des atomes qui vont s'unir. Hein, voilà. Et donc c'est lui le premier qui en 1919 a proposé que ces réactions de fusion, les réactions inverses et les réactions de fission, soient à l'origine du rayonnement stellaire. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, je vous propose pendant la présentation d'intervenir, hein, de poser des questions si les choses ne sont pas claires. Vous n'êtes pas d'accord aussi, on peut dialoguer. Voilà. Un lieu emblématique, c'est une île, l'île Huemul, sur le lac Nahuelhuapi. C'est dans les Andes Patagones, en Argentine. Et c'est là qu'en 1951, un physicien autrichien, Ronald Richter, avait promis à Juan Perón, hein, le dictateur argentin à l'époque, de mettre au point un réacteur de fusion nucléaire. Et en 1951, donc, Juan Perón, dont la femme Eva Perón avait dédicacé une photo à Ronald Richter, avait annoncé publiquement que l'Argentine maîtrisait les réactions de fusion nucléaire et qu'elle s'était lancée là-dessus et qu'elle avait mieux réussi que les États-Unis, la Russie qui n'avait pas réussi, qui eux se cantonnaient à la fission, et que par contre l'Argentine avait réussi. Bon, c'était bien entendu une fausse nouvelle, hein, mais néanmoins, c'est cette nouvelle qui a un peu lancé ou relancé les recherches sur la fusion nucléaire dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie. Voilà, donc une autre femme emblématique, hein, certains l'aiment chaud, hein, c'est en effet, on pourrait dire que nous sommes ces hommes qui l'aiment chaud. Pourquoi? Parce que les réactions de fusion, c'est d'abord l'obtention d'une température extrêmement élevée. Pour quelle raison? Une raison extrêmement simple. Hein. On veut en effet réunir deux noyaux, et pour vaincre, comme les forces de liaison entre les nucléons du noyau sont des forces de contact quasiment, on est obligé de rapprocher les noyaux quasiment en contact, et pour ce faire, on est obligé de vaincre les forces de répulsion électrostatique entre les noyaux, et donc de leur communiquer une énergie cinétique extrêmement grande, donc des portées à très haute température. Donc pour la réaction de fusion la plus facile, la réaction de tritium, la température typique qui permettrait des réactions de fusion est de l'ordre de 200 millions de degrés. Hein, c'est plus de 10 fois la température du sang du Soleil. Voilà, donc c'est ça le défi fondamental de la fusion, c'est de porter un milieu à 200 millions de degrés, et bien entendu, c'est toujours faisable. La question étant qu'il faut que ce milieu, bien entendu, produise plus d'énergie dans les réactions, plus de puissance de réaction qu'on fournit, que de puissance qu'on va dépenser pour maintenir la température du milieu à 200 millions de degrés. Alors la réaction de fusion la plus facile, c'est la réaction entre deux isotopes d'hydrogène, le deutérium et le tritium. Le deutérium, donc, un proton, un neutron, tritium, un proton et deux neutrons. La fusion, donc, toujours donne au minimum deux produits de fusion, il faut conserver la quantité de mouvement. Et dans ce cas-là, les produits de fusion sont donc l'hélium, hélium 4, particule alpha, et le neutron. L'énergie de liaison, l'énergie potentielle de liaison qui est dégagée par cette réaction, en fait, est transformée en énergie cinétique des produits de fusion. Donc ce qu'on va récupérer, c'est l'énergie cinétique des produits de fusion. Et typiquement, quand on a une réaction qui n'a que deux produits de fusion, on peut calculer la répartition des énergies cinétiques entre les deux produits de fusion. Et dans le cas neutron particule alpha, où les rapports des masses sont entre 1 et 4, hein, eh bien 80% de l'énergie va être transportée par le neutron. Donc c'est principalement l'énergie du neutron, on va voir que ça pose un vrai problème, qui va récupérer l'énergie, disons, potentielle. potentiel qui est stocké dans les mécanismes.
Alors, si on regarde la courbe d'Aston, la fameuse courbe d'Aston qui nous donne en fonction du nombre de nucléons dans le noyau, hein, donc, qui est ici, l'énergie de liaison par nucléon, et on voit que parce que cette courbe a un maximum, eh bien on peut extraire de l'énergie, soit par fission de noyaux lourds, soit par fusion de noyaux légers. Et dans le cas de la fusion deutérium-tritium, eh bien on part donc d'un noyau deutérium dont l'énergie de liaison est 2 MeV, hein, le tritium 3 x 3, 9 MeV, et on fusionne en hélium, donc 7 x 4, 28 MeV, et donc l'énergie globale dégagée, c'est à peu près 17,5 MeV, la différence entre l'énergie potentielle. Voilà. Quand on regarde, ne vous inquiétez pas, c'est la seule formule que je vous donnerai quasiment dans toute la présentation, c'est une formule extrêmement simple. Cette formule nous donne la densité de puissance fusion qu'on peut attendre dans un milieu, donc en fusion, qui contient 2 combustibles de fusion, 2 noyaux qui vont fusionner, noyaux de type 1 et de type 2, de densité N1 et N2. Et la densité de puissance fusion va être proportionnelle, bien entendu, au produit des densités. Et par ailleurs, donc c'est ce qui va donner le nombre de chocs, hein, le nombre de chocs qu'il y a entre les noyaux. Et par ailleurs, la réactivité va donner que la probabilité d'un choc frontal entre 2 noyaux aboutisse à une fusion. Donc cette probabilité, bien entendu, va augmenter avec la vitesse, hein, puisque si l'énergie n'est pas suffisante, bien entendu, eh bien les 2 noyaux vont se rapprocher, mais la répulsion électrostatique fera qu'ils ne pourront pas entrer en contact. Donc a priori, cette réactivité augmente avec la température, et bien entendu, comme dans toute réaction nucléaire, hein, plus on va vite, moins on a de chance de se parler. Hein. Donc à partir de cette température, eh bien cette réactivité va décroître. Donc toutes les courbes ont le même type de forme, mais souvent les maximums sont atteints bien plus loin, donc on ne les voit pas toujours. Donc on voit très clairement se détacher parmi les réactions de fusion possibles, hein, deutérium-tritium, deutérium-hélium-3, proton-bore, deutérium-deutérium, proton-lithium, etc., hélium-3, hélium-3. On va se détacher très clairement de cette réaction de fusion, dont la réactivité, donc la probabilité de fusion, croît très vite avec la température, passe par un maximum aux alentours de 400 millions de degrés, et donc qui permet typiquement à 200 millions de degrés d'avoir une réactivité qui est 100 fois plus élevée que n'importe quelle autre réactivité de n'importe quelle autre réaction. Donc c'est pour ça qu'on s'acharne sur cette réaction-là, hein, parce qu'elle est la plus facile. Hein. Voilà. Elle a un inconvénient. Elle a le meilleur rendement, c'est ça? Alors, c'est pas le meilleur rendement, on peut simplement dire que la probabilité de réaction. La meilleure efficacité. Oui, on peut dire parler d'efficacité. Voilà. De réactivité, c'est une réactivité, c'est vraiment une probabilité de réaction. Voilà. Donc c'est cela sur lesquels on va travailler. Donc, et bien entendu, la puissance qui va être dégagée va varier typiquement aussi proportionnellement à la réactivité, proportionnellement entendu à l'énergie qui est dégagée dans chaque réaction de fusion. Voilà. Donc il faut voir que si on fait fonctionner un réacteur de fusion à base de deutérium-tritium, les températures sont de 100 millions de degrés. Si on va vers d'autres réactions plus exotiques, hein, on va être beaucoup plus en difficulté. Il faudra monter à des températures qui seront plus proches typiquement hein, de 600, 700 millions de degrés pour commencer à voir croître les réactivités de ces réactions. Donc à partir de ce moment-là, plus on est chaud, bien entendu, plus les pertes du système vont être importantes et plus on aura du mal à assurer un bilan de puissance positive. Alors, on va d'abord attaquer la fusion magnétique. Hein. Alors, la fusion magnétique, donc, bien, on peut regarder d'abord ce qui se passe sur le Soleil, puisqu'on est parmi les astronomes ici. Donc, on regarde la surface du Soleil, on voit ces magnifiques arcs, ces anneaux, hein, ces anneaux de plasma. Et bien entendu, ces anneaux de plasma ne sont pas des jets balistiques, hein, de plasma chaud qui partiraient dans l'atmosphère et qui retomberaient dans une trajectoire balistique. En fait, si on regarde un petit peu, les vitesses initiales ici sont à peu près dans cette direction, donc une trajectoire logique balistique serait plutôt vers là, et là on voit une trajectoire qui est contraire à la balistique, hein, et tout simplement parce que ce que l'on voit, c'est le piégeage des particules chargées du plasma du Soleil. Donc le plasma, c'est ce quatrième état de la matière, état d'un gaz très chaud, où les températures sont telles, les vitesses sont telles, que lors des collisions, eh bien, les atomes perdent leur cortège électronique, et ils se retrouvent donc sans cortège électronique, donc c'est un mélange de noyaux partiellement complètement ionisés et d'électrons libres. Voilà, dans cet état de plasma, eh bien, ces particules du plasma, soit électrons, soit noyaux ionisés, sont chargés électriquement et ils sont piégés par le champ magnétique, puisqu'une particule électrisée dans un champ magnétique, typiquement, a tendance à avoir des trajectoires qui sont des hélices qui sont autour des lignes de champ magnétique. J'ai beaucoup de mal, je suis d'origine latine quand même, j'ai besoin de parler avec les mains, donc le micro, je suis un peu handicapé. Mais je peux peut-être parler dans ce micro-là, des fois, quand je fais des mouvements de main, ça marche ou pas?
Ça marche aussi, hein, d'accord. Donc quand je ferai des mouvements de main, je serai... Voilà. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Alors, vous ce qu'on est dans de grandeur des échelles. Hein. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qu'on va essayer de faire en action magnétique, c'est de reproduire en fait ce qui se passe dans le soleil. Reproduire les réactions de fusion qui sont au cœur du soleil et utiliser ce phénomène donc, de piégeage par le champ magnétique des particules pour confiner le plasma qu'on va obtenir dans un réacteur de fusion magnétique. Donc l'idée c'est qu'on va recréer ces anneaux de plasma et ils vont être confinés par un champ magnétique qui va être créé par des bobines qui seront parcourus par des courants extrêmement intenses et donc ces bobines vont créer un champ magnétique un peu équivalent à ce qu'il y a sur le soleil et ce champ magnétique va en fait créer une pression magnétique et cette pression magnétique va compenser, équilibrer la pression du plasma de telle manière que le système est en équilibre un peu comme une étoile où la pression du plasma et la pression radiative est en équilibre avec la gravitation. Voilà. Donc, oui, déjà, il est là, oui, c'est bizarre. Voilà, bon, voilà, donc, oui, quand on parle de fusion magnétique, alors je ne sais pas si vous avez tous vu Spider-Man 2. Non, vous l'avez vu, vous n'avez pas amené vos petits-enfants à Spider-Man 2. Donc, l'histoire de Spider-Man 2, c'est celle du Docteur Octopus, hein, donc, on voit ici sur le... Il me ressemble, hein, d'ailleurs, j'ai pas mis le mot. Alors, c'est un savant fou, il travaille dans la fusion, il est fou, bien entendu, il perd le contrôle de sa manip, c'est à peu près ce que je fais aussi en général. Et donc, son plasma de fusion nucléaire, que l'on voit juste derrière, hein, cette boule de plasma que l'on voit, eh bien, menace l'humanité. Spider-Man va arriver à arrêter cette réaction incontrôlable et sauver l'humanité. Voilà, donc l'idée fondamentale étant que dans la fusion, on est très chaud, donc très dangereux. Alors je vais essayer de vous expliquer que ce n'est pas tout à fait scientifique. Donc on va aller vers des ordres de grandeur, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors donc, on a intérêt, bien entendu, quand on regarde la puissance de cette puissance dans un réacteur de fusion, on a vu que la puissance fusion était pensée au produit des densités, et qu'elle était aussi fonction de cette réactivité qui croît très vite avec la température. Dans la zone où on travaille, hein, on n'est pas très loin du maximum, mais on ne sait pas au maximum, en gros, ça varie comme le carré de la température. Et donc, en fait, la densité de puissance fusion dans un réacteur de fusion varie comme le carré de la pression. Hein. Carré de la densité par le carré de la température, c'est le carré de la pression. Donc on a intérêt à une pression la plus élevée possible, bien entendu, pour un maximum de densité de puissance fusion. Hein, il faut qu'il y ait beaucoup de chocs, donc beaucoup de densité, tout simplement, puis que les chocs soient productifs, c'est-à-dire que ça aille assez vite pour qu'elles puissent rentrer en collision et entrer en contact. Alors malheureusement, on est limité par la technologie. Qu'est-ce qu'on est capable de faire comme pression magnétique? Et puis on est capable de faire une pression magnétique que les bobines, loi de l'action et de la réaction, seront capables de tenir. Les bobines subissent une pression inverse. Donc, ces bobines, bon, la mécanique, disons, permet de maintenir des pressions lors de la centaine de bar. Deuxième problématique, si on veut créer une pression de quelques centaines de bar, en termes de champ magnétique, ça suppose quelques Tesla. Et pour générer quelques Tesla, il faut quelques millions d'ampères dans les bobines. Et donc, si ces bobines doivent produire 24 heures sur 24 dans un réacteur, ce champ magnétique, eh bien, il faut que ces millions d'ampères qui circulent dans les bobines ne produisent pas trop d'effet Joule, et donc ces bobines doivent être, par définition, supraconductrices. Malheureusement, le supraconducteur a ses limites aussi. Quand on dépasse des champs trop élevés, de l'ordre de la dizaine de Tesla, le supraconducteur n'est plus supraconducteur, on arrive au champ critique, et donc on perd la qualité de supraconducteur. Donc, en conclusion, aussi bien la mécanique que la tenue des supraconducteurs nous limite à des pressions magnétiques de l'ordre de 5 atmosphères. Alors on peut se dire c'est assez raisonnable, c'est peut-être pas mal. Le problème, c'est que le plasma, c'est quelque chose d'assez terrible. Alors là, vous avez un petit film hein, qui vous montre le fonctionnement d'une machine anglaise, qui s'appelle MAST. Hein. Je vais recommencer le truc parce que je crois que je suis mal parti. Voilà. Donc, ils sont pas synchrones, voilà. Donc vous avez, en fait, vous apercevez que le plasma, comme dans un éclair, est un milieu extrêmement instable. Hein. Vous imaginez des éclairs. Pourquoi il est instable? Parce que d'abord, il y a une turbulence qui est alimentée par la collision fluide hein, entre les particules. Et il y a une deuxième turbulence qui est liée aux interactions électromagnétiques entre les particules, qui elles se propagent beaucoup plus vite. Hein. C'est pas la vitesse du son, c'est la vitesse de la lumière, donc qui rend les choses extrêmement instables. Et donc la problématique d'un réacteur de fusion, c'est pas tellement d'avoir un équilibre entre la pression magnétique et la pression du gaz, hein, la pression du plasma. Le problème, c'est d'avoir une stabilité. Et cette stabilité impose en fait que la pression stabilisante, la pression magnétique, soit bien supérieure à la pression déstabilisante, c'est-à-dire la pression du plasma. Et concrètement, en fait, dans un réacteur de fusion, on va payer très cher des bobines supraconductrices pour créer des pressions magnétiques à coût de centaines de millions d'ampères. Hein.
de l'ordre de la 5 atmosphère, mais le plasma lui-même, en fait, aura une pression qui sera proche de la pression atmosphérique. Typiquement, on aura une pression de quelques atmosphères. Donc un plasma de fusion magnétique au cœur d'un réacteur de fusion, on est à 200 millions de degrés, mais la pression est de l'ordre de 7 à 10 bar, la pression d'une bouteille de champagne. Alors est-ce qu'on peut la déboucher, cette bouteille de champagne, en disant, ben voilà, bravo, c'est suffisant, hein, c'est une vraie question. Eh bien on revient à la formule et on l'applique hein, pour la réaction de thermonutrition, on s'aperçoit qu'à cette pression-là, on a quand même des densités de puissance fusion qui sont de l'ordre de quelques mégawatts par mètre cube, qui sont à peu près équivalents aux densités de puissance dans un réacteur de fission. Donc on est sauvé, on débouche la bouteille de champagne et on la voit parce que la fusion peut éventuellement marcher. Alors certains y voient la preuve de l'existence de Dieu, hein, parce que Dieu a juste calculé les choses justement pour que ça puisse marcher. Mais c'est limite, alors Dieu nous taquine, hein, ici. Voilà. Alors, ben, vous avez eu Batman, maintenant vous avez Iron Man, voilà. Alors Iron Man, il est beaucoup plus fort que nous. Hein, il est dans une grotte en Afghanistan, il est prisonnier, il a quelques bouts de métal, un vieux fer à souder qui bricole, et il se bricole un réacteur à fusion. Alors, petite taille hein, économique, il se l'implante dans la poitrine, hein, et puis il se met des fusées alimentaires à la fusion, et hop, il s'envole, il s'enfuit. Alors, si vous trouvez Iron Man, on est prêt à l'embaucher, on lui payera un bon salaire, il permettra un réseau de poils. Voilà, donc voilà, on le cherche. Alors, on va voir que c'est pas tout à fait crédible. Est-ce qu'on peut faire des si petits réacteurs de fusion? On va voir que c'est pas si simple, et c'est ça toute la problématique de la fusion, c'est la taille critique minimum. Hein. Clairement, c'est pas cette taille. C'est Marvel qui vous a payé? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. J'ai des... Bah oui, écoutez, il faut gagner sa vie, c'est l'océan, dans un difficile. Voilà. Donc j'ai en effet des royalties sur les droits. Voilà, donc si on revient un petit peu à cet anneau de plasma dans lequel on va créer des réactions de fusion, en fait c'est comme dans une étoile, c'est au cœur de cet anneau de plasma pour se faire la réaction de fusion. Et dès qu'on va s'éloigner de ce cœur à 200 millions de degrés, à une pression de quelques bars, hein, eh bien on va devenir de plus en plus froid, de moins en moins dense. Hein. Et bien entendu, quand on va arriver à la bordure du plasma, hein, à la limite du plasma, on est en contact avec des porants matériels. Et donc ces porants matériels doivent être bien entendu des températures tout à fait négligeables par rapport à la température centrale de 200 millions de degrés. Donc toute la question en fait d'un réacteur à fusion, c'est comment maintenir cette différence de température de 200 millions de degrés typiquement entre le cœur et le bord, tout en limitant les pertes. Alors bien entendu, si on est tout bête, hein, on dit ben, s'il faut maintenir une température très élevée, pas très loin d'un point froid, hein, pour limiter les pertes, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on éloigne les deux, tout simplement. On imagine que plus les points sont éloignés, moins les pertes sont importantes. Hein, voilà. Et on espère bien entendu que le milieu qui est entre les deux est le plus isolant possible, hein, de manière à éviter les pertes. Où sont les 200 millions de degrés? Les 200 millions de degrés sont en rouge. Hein. Ce qui est chaud, c'est rouge, hein, c'est le code couleur habituel. Et ce qui est froid, hein, bien, c'est en bleu, tout simplement. Voilà. Donc ce qui est très clair, c'est dans le cadre de la fusion nucléaire, 90% du plasma ne sert à rien, typiquement, si ce n'est à isoler le reste. Tout se passe dans le cœur rouge. C'est là qu'on est à 200 millions de degrés, c'est là qu'il y a la réaction de fusion. Dès qu'on se lève, il n'y a plus de réaction de fusion. D'accord? Donc il n'y a que 10% de ce volume qui est vraiment utile. Voilà. Alors bien entendu, dans un réacteur à fusion, si vous avez 200 millions de degrés et une pression de quelques bars, eh bien l'ensemble va être extrêmement faible. Et donc un réacteur de fusion dont on estime, on espère qu'il sera capable de compenser ces pertes hein, par la distance, hein, grâce à la distance entre le point chaud et le point froid, eh bien typiquement ce plasma aura à peu près 1000 m3 et aura une quantité totale de combustible à l'intérieur de son plasma de l'ordre du gramme. Hein. Voilà. Donc, l'idée fondamentale est là. Hein. On a 200 millions de degrés au centre. On s'éloigne autant que faire se peut. Et on espère qu'à un moment donné, la puissance déposée au cœur du réacteur, par la réaction de fusion, va exactement compenser les pertes. Oui, on est proche, il y a beaucoup de pertes, donc la puissance déposée ne compense pas les pertes. On s'éloigne, les pertes diminuent. À un moment donné, on a un équilibre entre les deux. Et à ce moment-là, le réacteur de fusion peut fonctionner en continu, puisque le système, c'est comme une bougie qu'on allume, on la chauffe, et puis ensuite, la chaleur dégagée par la réaction de combustion d'une bougie va permettre de maintenir la température de combustion, et donc de maintenir en continu la combustion du réacteur, hein, de la bougie du réacteur. Donc c'est la même problématique. On investit au début un petit peu d'énergie pour chauffer la bougie, et après elle se maintient toute seule en combustion, et tant qu'il y a du combustible, eh bien elle faut de l'énergie. D'accord? Donc c'est ça la problématique de la fusion, et cette problématique de la fusion, elle est fondamentalement une question de taille critique. D'accord? Voilà. Alors ça c'est la plus grande machine de fusion qui existe actuellement, c'est le JET, hein,
John Q. Pantrus, c'était en Angleterre, Oxford, c'était en Europe à une époque, paraît-il. Voilà. Mais ça reste une machine européenne, néanmoins, donc on va gérer un peu, on va voir comment on peut gérer cette machine-là, encore dans un cadre encore européen. Et là, c'est la machine donc sans plasma. Vous voyez à peu près l'ordre de grandeur, il y a à peu près 100 mètres cubes de plasma. La distance entre le plasma chaud au cœur et le bord est de l'ordre de 1 mètre. Voilà, donc ça fait à peu près 100 mètres cubes. Et là, vous avez donc la même machine avec 1/10 de gramme de plasma dans les 100 mètres cubes. Et si on fera un facteur 10 inveritaire, on aura la 1000 mètres cubes, 1 gramme de plasma. Et donc, on peut espérer dans cette machine produire, ou dans une machine peut-être un peu plus grande, produire à peu près de l'énergie, de l'électricité pour à peu près 1 million de personnes dans ce gramme de plasma. Voilà, voilà ce qu'est l'enjeu. Donc toute l'histoire de la fusion est une histoire de course à la taille. Parce qu'on a vu que tant qu'on n'atteint pas la taille critique, eh bien votre réacteur consomme plus de puissance pour se mettre en température que ce qu'il produit comme puissance. Donc moi j'ai commencé une carrière sur Torre Supra, tout début des années 80. Donc c'est une équipe qui a fabriqué Torre Supra sous la direction de Robert Remarque, qui ensuite était le directeur du CERN, parce qu'on a récupéré la technologie de Torre Supra pour créer les aimants du CERN. Ce sont des aimants niobium titane, refroidissement superfluide, qui est la technologie qui a été adoptée par le CERN. Voilà, donc Torre Supra, une petite machine, à peu près 30 mètres cubes de plasma. Ensuite le jet, c'était 100 mètres cubes de plasma, la plus grande machine du monde. Donc cette machine, elle a produit de la puissance fusion de manière, disons, significative, parce que c'est une des seules machines au monde dans lesquelles on introduit du tritium. Dans Torre Supra, on n'a pas introduit du tritium pour une raison très simple, le tritium est radioactif, donc dès qu'on introduit du tritium, vous pénétrez à l'intérieur de la machine, et ça rend les manipes extrêmement délicates. Voilà, donc quand on a mis du tritium dans le jet, on a fait à peu près 16 millions de watts de puissance fusion pendant une seconde, pas très longtemps, mais pour maintenir le plasma à 200 millions de degrés, il fallait injecter 23 millions de watts. Bon, sous forme d'onde. Et bien entendu, comme les générateurs d'ondes, typiquement c'est le micro-ondes, en rendement de 50%, il fallait à peu près donc 46 MW de puissance électrique. Pour faire 46 MW de puissance électrique, il faut à peu près 150 MW de chaleur. Voilà, donc voilà, on récupérait donc à peu près 16 MW pour 150 MW. Vous voyez que c'est pas très rentable c'est pas vraiment un amplificateur de puissance, c'est un réducteur de puissance. Voilà, mais on sait en faire des plus efficaces, et depuis beaucoup moins cher. Voilà, donc on a quand même produit ces 16 MW de puissance fusion. La réaction toujours marche. Alors dans ITER, on espère faire beaucoup mieux. Dans ITER, on fait un vrai saut. C'est plus 1 mètre entre le cœur du plasma et le bord du plasma, c'est 2 mètres. C'est plus 100 mètres cubes, c'est 1000 mètres cubes de plasma. C'est plus 1/10 de gramme de combustible, c'est 1 gramme de combustible. Et là, on espère faire 500 MW de puissance fusion. Et on espère qu'éventuellement, ces 500 MW pourraient en fait conduire un réacteur à puissance nulle. C'est-à-dire que ce réacteur ne consommerait rien sur le réseau, mais ne mettrait rien sur le réseau. Donc, ITER, c'est l'équivalent de Zoé. Vous savez que le Z de Zoé, c'est le Z pas pour Zoro, mais pour 0. Donc 0 puissance 0. Donc ITER serait un réacteur à puissance nulle. 19 milliards d'euros. Voilà. Mais il fait 0 watts. Voilà. Mais c'est la première fois. Alors il fera peut-être 1 watt quand même. On peut laisser cette chance-là. Mais ça sera cher du watt. Mais voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Et bien entendu, pour passer à l'étape suivante, donc, moi j'ai travaillé sur JET et sur ITER, actuellement je travaille sur la génération suivante, sur le post-ITER, donc le réacteur qui lui aura une taille typiquement à peu près, si on prend les tailles linéaires, c'est 40 mètres de haut, 40 mètres de diamètre pour le cylindre qui constitue le cryostat du système, et c'est donc 30 mètres de diamètre, 30 mètres de haut pour ITER, et 40 mètres de diamètre et 40 mètres de haut pour le réacteur. Voilà. Et donc c'est un saut vers à peu près donc 3000 à 5000 MW de puissance fusion. Et là, comme le système sera auto-chauffé quasiment entièrement par cette réaction de fusion, pas totalement, mais à 80-90%, là on produira de l'électricité. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle, pour le moment, ce ne sont que des mots. Démo, il s'appelle démo. Ce sont des mots. Alors démo, en fait, c'est des mots pour démonstration. Voilà. Mais bon, il s'appelle démo. Alors c'est pas très... mais ce ne sont que des mots. Voilà. Parole. Voilà, alors, en effet, on a promis beaucoup. Je vous rappelle que dans la première conférence Atom for Peace en 1955 à Genève, le chairman de l'époque, Homi Bhabha, qui est un fissionniste, donc ce n'était qu'un fissionniste, donc il a promis que bien dans 20 ans, la fusion se produirait de l'électricité. C'était en 1955, donc on est un peu en retard. Le premier plasma ITER est prévu pour 2025. Voilà, donc on est un petit peu en retard, on a beaucoup promis. Alors pourquoi Homi Bhabha a promis?
Tout simplement, Homi Baba. Oui. Pourquoi il a promis? Simplement parce qu'il prenait l'exemple de la fission. La fission, je vous rappelle, la réaction de Cherenkov en 1939, premier réacteur puissance 0, 1942, à Chicago, Fermi. Et puis, très rapidement, dans les années 50, on a les premiers réacteurs producteurs d'électricité. Et puis, dans les années 60, un début de commercialisation. Donc, typiquement, 40, 60, 20 ans, on passe de la découverte de la réaction à l'application commerciale. La fusion, en 1919, la fusion. Donc, 1919, on pouvait espérer aller beaucoup plus vite. Alors, c'est beaucoup plus difficile, sans doute, ou alors on est beaucoup moins bon que les gens de la fission. Vous avez le droit de choisir. Voilà. Alors, néanmoins, on avance. Sur ce graphique, donc, en fonction des années, on a les performances de la fusion. Alors, performance de la fusion, c'est simplement le nombre de réactions des watts de puissance fusion qu'on produit, en gros, c'est tout simplement ça. Et puis les performances des microprocesseurs de nos différents ordinateurs. Alors, je ne sais pas, les gens reconnaîtront les vieux Pentium, etc. Voilà. Donc, on voit qu'on a à peu près le même taux de croissance. La loi de Moore s'applique aussi à la fusion, double nos performances à peu près tous les 2 ans. Donc, si on donne encore de l'argent dans la fusion, c'est pas parce qu'on promet depuis 50 ans qu'on va fonctionner dans 20 ans. C'est parce qu'on progresse régulièrement. Et on progresse régulièrement parce qu'en simplifiant, on fait des machines de plus en plus grandes. Voilà. Il y a d'autres choses un peu plus malignes, mais c'est quand même une des raisons principales. Voilà. Voilà ITER, donc c'est ITER au soleil levant. Il a une façade qui est en acier, donc qui réfléchit magnifiquement le soleil. Donc c'est un espèce de soleil levant. Bon, il est un peu rectangulaire, mais ça ressemble à ça. Voilà, donc vue de mon bureau. Voilà, donc on est tout près d'ITER. Et voilà donc l'état du chantier approximativement. Donc on voit ici le hall d'assemblage de la machine. Le hall d'assemblage qui est ici. Ici, c'est un bâtiment construit par les Indiens qui sont en charge de la construction du cryostat, donc de 40 mètres de haut, 40 mètres de diamètre, donc il va être préassemblé dans ce bâtiment. Là, on a un bâtiment de 300 mètres de long dans lequel on va construire les bobines de à peu près 20 mètres de diamètre qui permettent de contrôler la position du plasma, qui sont intransportables et donc qui vont être construits sur place. Et puis on a ici les bureaux, on a juste devant, c'est là que sera le réacteur lui-même. Et puis là on a tout ici, donc on a ici tous les bâtiments de l'IRFL, donc un institut où Torsup est construit, donc on a 800 mètres de ITER. Et donc c'est ici, donc arrive la ligne 400 000 volts qui alimentait Torsupra, qui a été créée dans les années 80 et qui va avoir alimenté donc directement aussi ITER. Donc il n'y a rien construit pour le réacteur? Alors, pour le réacteur, non, on est en train de... Il n'y a que du béton pour le moment, du béton, mais tous les composants sont en commande, et donc, théoriquement, le premier plasma est en 2025. Voilà. Alors, avec du retard, on a pris quelques années de retard. C'est pas facile. ITER, c'est une collaboration entre 7 partenaires, donc qui contient l'Europe, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Voilà, donc les Kazakhs ont débarqué aussi récemment, il y a quelques jours. Voilà, donc c'est une coopération assez difficile, c'est compliqué, mais bon, on y arrive. Voilà, donc là on voit où en est la zone du réacteur lui-même. Donc il va être mis sur des plis, tout ça est mis sur des plis antisismiques, et là on a l'enveloppe de béton de protection biologique qui entoure le réacteur. Alors c'est compliqué ITER parce que c'est la rencontre de 2 communautés différentes. La communauté des fusionnistes, qui sont des gens de la physique des plasmas, qui ne savent pas trop ce que c'est que la radioactivité, je caricature un peu, et on est bien entendu en interaction avec la sûreté nucléaire, qui elle est très tatillonne sur des problèmes de risque et de risque radioactif. Donc les 2 communautés ont du mal à se parler. La communauté, disons, fission est très bureaucratique, paperassière, etc. Nous, on est des physiciens un peu ailleurs dans la Lune, et la communication n'est pas facile entre les deux. Voilà, c'est une des raisons en particulier je pense, du retard d'ITER. Voilà. Alors, ça, c'est le 1er avril 2015. C'était la date où, normalement, ITER devait faire son premier plasma. Voilà, donc, le rôle d'assemblage ITER. Et il y a eu un premier plasma. Pas tout à fait dans ITER, mais pas loin. Voilà, 1er avril, voilà. Voilà pour la fusion magnétique. Voilà, donc des promesses pas encore tenues, mais on avance. Voilà, alors maintenant on parle de la fusion inertielle, c'est un autre type de fusion. Alors, si vous voulez, dans la fusion, disons, astrophysicienne, dans les étoiles, vous avez un équilibre entre la pression du plasma et la pression gravitationnelle. Dans la fusion magnétique, eh bien, on remplace la gravitation par une pression magnétique. Malheureusement, on n'a rien d'autre. Gravitation et puis électromagnétisme, il n'y a rien d'autre en fait qui existe.
Donc si on veut faire autre chose que la fusion magnétique, eh bien, il faut abandonner l'idée qu'on a un équilibre entre le plasma, entre ce plasma de haute température, donc à pression plus ou moins élevée, et donc on va, dans la fusion inertielle, renoncer à un équilibre, et donc tout ce qu'on va faire, c'est prendre un petit mélange, un petit morceau de glace de thallium tritium, le chauffer extrêmement rapidement, quelques nanosecondes, à 200 millions de degrés, et espérer qu'avant qu'il se disperse, eh bien, l'inertie, disons le temps qu'il met pour se mettre en vitesse, va être suffisant pour qu'un certain nombre de réactions de fusion se produisent, et que, en fait, le nombre de réactions qui sera produit produira plus d'énergie que ce qui sera consommé pour chauffer le système. Voilà. Alors, on peut faire quelques petits calculs extrêmement simples, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. On ne va pas essayer de calculer justement le bilan énergétique qui est extrêmement complexe, mais on peut regarder simplement quelque chose de très simple. On a un mélange de thallium tritium, on va regarder quelle est la fraction de thallium tritium qui va brûler. Donc on a une certaine densité de tritium, et on regarde ce qui brûle. On a vu que le taux de réaction varie comme le carré de densité, alors que la quantité de matériaux dans une sphère donnée varie comme la densité tout simplement. Donc en fait, le taux de combustion va varier comme le carré densité divisé par la densité. D'accord ? Par ailleurs, la combustion va être d'autant plus complète qu'elle dure longtemps. Et se durer longtemps, c'est quoi? C'est le temps que met à se disperser cette boule de feu, de plasma de tritium, qui est tout d'un coup chauffée, qui va, bien entendu, à se disperser, typiquement à la vitesse du son. Et donc, le temps caractéristique, ça va être un temps qui est la taille du système divisé par la vitesse du son. Voilà. Donc, concrètement, le taux de combustion du combustible va varier comme le produit de la densité par le rayon du système lorsqu'il est comprimé. Voilà, tout simplement. On comprend à peu près pourquoi. Alors, donc si on fait des calculs de manière un peu plus précise, c'est un calcul très simple, eh bien, il faut que ce produit densité par rayon du plasma compressé soit de l'ordre de 3 grammes par centimètre, peu importe l'ordonnance. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie que si on veut obtenir une fraction brûlée donc d'à peu près 30%, il faut donc ce critère produit densité par le rayon de la sphère à laquelle on comprime le système de 3 grammes par centimètre carré. Alors on essaie de prendre la densité la plus importante possible. C'est quoi? C'est du solide, de la glace de thallium tritium. Et cette densité, c'est 0,25 grammes par centimètre cube. Donc ça veut dire que si on veut arriver à tenir le critère, eh bien il faut qu'on ait une sphère de 12 cm. 12 cm de glace de thallium tritium, c'est 1,8 kg. Et donc ça fait, au niveau puissance dégagée par les réactions, c'est quelquefois Hiroshima. Alors on a proposé ce type de centrale nucléaire aux gens qui habitent à côté. On a eu une opposition, il y a des gens qui sont verts comme ça, ils n'aiment pas. Oui, on ne sait pas pourquoi, on leur fournit l'électricité quand même. Donc Hiroshima, tous les 10 minutes à peu près, c'est mal vu. Donc il faut qu'on fasse un peu mieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu mieux? Il y a une solution. C'est qu'il faut ne pas se contenter de la densité du solide, mais il faut non seulement chauffer le milieu, mais le densifier, donc le comprimer. Et typiquement, si on comprime à peu près 100 000 fois la densité du solide, dans ce cas-là, éventuellement, on arrive à un rayon qui est de 0,1 mm, et donc on est à peu près à 1 mg de thallium tritium, et là, les puissances dégagées, c'est genre de 25 kg d'explosifs, là, on y arrive un peu mieux, c'est moins mal vu. Voilà. Donc voilà la contrainte qu'on a. Non seulement il faut chauffer, mais en même temps il faut comprimer. Vous voyez que c'est une contrainte extrêmement difficile. Voilà. Alors heureusement c'est les militaires qui font ça, toute la recherche en fusion inertielle ce sont les militaires, donc ils ont beaucoup de budget, puis ils ont du temps, donc ils avancent bien. Alors toute la magie, toute la subtilité de la fusion inertielle tient dans la géométrie de la cible. Cette cible, donc c'est tout ça, alors là ça paraît très malin, mais c'est une sphère donc, de plastique tout simplement, dans lequel on vient condenser de la glace de thallium tritium. On fait pénétrer le thallium tritium sous forme gazeuse, par diffusion gazeuse. Ensuite, on le congèle. Et à ce moment-là, on forme cette couche qui doit être la plus uniforme possible de glace de thallium tritium. Et bien entendu, au milieu reste une pression partielle de thallium tritium gazeux. Et donc, c'est toute la géométrie de cette cible qui permet au système de fusionner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va irradier cette cible, soit directement par des faisceaux laser, alors de manière la plus uniforme possible, parce que toute la problématique, c'est de garder cette géométrie sphérique pour qu'on arrive à concentrer, à comprimer, sans que, il y ait quelques parties qui échappent à cette compression.
Donc la table directe qui est compliquée parce qu'elle va avoir du mal à assurer cette isotropie. Ce sont des faisceaux laser qui sont discrets par définition, donc on a du mal à faire de l'isotrope. Par contre, on peut essayer de moyenner le rayonnement en faisant une conversion entre le rayonnement laser et le faisceau laser qui arrive dans une cavité, à l'intérieur d'une cavité. Cette cavité va être chauffée par les faisceaux laser, va se transformer en plasma, qui lui-même va émettre des rayonnements X. Et ces rayonnements X vont être à peu près uniformes, si on se débrouille bien, de manière à ce qu'on ait un éclairement très uniforme de cette cible, et donc on puisse espérer une compression jusqu'à un facteur 1000, sans qu'on ait des instabilités qui se développent de manière trop importante. Voilà. Ou on peut aussi, alors comme les faisceaux laser ont des rendements, les systèmes de laser ont des rendements très faibles, à l'ordre de 8%, on peut essayer d'éviter de passer par une conversion électricité laser, faisceaux laser, en allant directement sur des faisceaux d'ions qui viennent bombarder des cibles, qui elles-mêmes vont générer des rayonnements X qui vont eux-mêmes irradier la cible, de manière isotrope pour l'espèce. Alors bien entendu, ça, rien ne se fait sans perte, puisque là on a une conversion relativement directe du faisceau en puissance, alors que là on a un rendement de conversion de rayonnement laser en rayonnement X qui dégrade bien entendu le rendement du système. Voilà. Alors, juste pour donc, donner un ordre de grandeur, vous voyez que la petite cible qu'on a vue, qui est à peu près millimétrique et qu'on va comprimer jusqu'au dixième de millimètre, donc elle est contenue dans cette enceinte, cette petite enceinte cavité dans laquelle elle est mise. Vous voyez à peu près la taille de cette cavité. Et cette cavité donc est introduite au centre d'une sphère de 10 mètres de diamètre, parce que quand il y a 25 kg de TNT qui explose, ça fait un peu quelques dégâts. Donc cette toute petite cible d'un millimètre de diamètre est mise au centre d'une sphère pour que la puissance qui va être déposée sur les surfaces soit pas trop importante. Et elle est mise au bout d'une perche, donc de manière à la centrer très précisément, parce qu'il va falloir concentrer sur cette cible à peu près 100 à 200 faisceaux laser de manière extrêmement précise pour assurer cette uniformité du rayonnement, de l'illumination. Donc là vous avez le schéma du laser mégajoule qui vous montre que cette petite d'un millimètre est au centre d'un bâtiment de 30 mètres de haut, 30 mètres de diamètre. La fusion magnétique par ailleurs, bon, c'est les mêmes tailles, même si les cibles sont beaucoup plus petites. Voilà. Alors là vous avez un petit film qui vous montre comment ça se comporte. Alors là vous avez ici tous les faisceaux laser qui arrivent dans la cavité et donc qui va se transformer rapidement en plasma. Ici on a le plastique donc l'enveloppe de plastique. Ici on a la couche de glace de deutérium tritium, et ici on a le gaz. Alors l'idée fondamentale est que en fait, le rayonnement X qui va être produit par la cavité va en fait sublimer l'enveloppe de plastique qui va se transformer en plasma par effet fusée. Cette dilatation soudaine du plasma par action va entraîner l'accélération de la glace de deutérium tritium, va arriver avec des ondes de choc successives à produire cette densification du mélange de deutérium tritium à un facteur 1000 par rapport au solide, et en même temps on va arriver à comprimer le gaz central, et il n'y a que lui qu'on va porter en fait à 200 millions de degrés. Parce que si on devait porter l'ensemble à 200 millions de degrés, l'énergie consommée serait considérable. Donc seulement ce point chaud central va être porté à 200 millions de degrés, donc on investit peu d'énergie. Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce point central, les réactions de fusion vont dégager des particules alpha. Ces particules alpha dans la matière 1000 fois plus dense que la matière vont se propager sur des épaisseurs nanométriques et vont chauffer donc une petite couche. Et par chauffage successif des couches, on va, disons, initer tout l'ensemble du combustible. Voilà, donc c'est une espèce de réaction en chaîne de cette manière, mais couche par couche, qui se propage. Et on ne chauffe qu'à peu près moins de 10% de la masse du combustible. Et ensuite, elle est auto-chauffée par propagation de la combustion. Voilà l'idée fondamentale du système. Alors donc on a un petit fil qui est là. Donc voilà, donc on voit ici se propager des rayons à la vitesse de la lumière. Donc c'est typiquement la nanoseconde. Ils vont chauffer donc cette enveloppe, cette cavité qui est en or en général. Donc cette cavité va se transformer en plasma qui va émettre des rayonnements X. Ces rayonnements X vont chauffer, vous voyez, l'enveloppe de plastique qui donc se dilate, fait fuser. Et donc en réaction, la glace va être accélérée vers le centre. Et par onde de choc successive, elle va être densifiée et le point central, le point chaud central va être porté à 200 millions de degrés et les réactions de fusion donc vont s'amorcer. Donc là on a la compression, la phase de compression, on passe d'un millimètre à un dixième de millimètre et donc on a 1000 fois la densité, on a 200 millions de degrés au centre et les réactions de fusion s'amorcent. Voilà, une explosion. Voilà donc le principe. Alors, théoriquement, la fusion inertielle est très à l'aise parce que la fusion inertielle on fait tous les jours, c'est exagéré, mais dans les armes nucléaires, les armes nucléaires, vous le savez, sont principalement à base de fusion nucléaire, et donc on sait faire, on sait a priori faire.
Et donc théoriquement, faire un réacteur de fusion nucléaire à base de fusion inertielle, c'est une interpolation, c'est pas une extrapolation, puisqu'on a déjà la taille du réacteur, c'est une arme nucléaire, et donc on a fait des essais souterrains, on a fait exploser des armes thermonucléaires en souterrain qui génèrent un rayonnement, on a fait venir ce rayonnement sur des cycles, et on a donc regardé ce que ça s'appelle Century of the Light, et donc théoriquement on est censé avoir bien dimensionné ces machines. Alors il y a 2 machines au monde, c'est le NIF, National Action Facility, donc qui est à Berkeley, aux États-Unis, et puis la machine équivalente qui est le laser mécanique en France, au CEA, donc c'est ça, peut-être Bordeaux. Alors malheureusement, donc, toutes ces machines auraient dû, les Américains en partie avaient promis l'ignition. L'ignition, c'est-à-dire ce qu'ils attendent, c'est que la puissance fusion qui est dégagée serait 10 fois supérieure à la puissance des faisceaux laser qui tombent sur la cible. Alors ça ne permet pas le fonctionnement d'un réacteur, mais c'était ça leur critère. Et malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Ils avaient promis ça au congrès pour 2012, on était en 2017, et ils ont tout parlé à le faire. Alors le laser mégajoule démarre un peu plus lentement, on n'a pas le même budget défense que les États-Unis, ce sont des installations gérées par la défense. Donc la fusion inertielle et alors il y a un problème qui est classique en science, on s'aperçoit que la modélisation qu'on avait utilisée est fausse, parce que bien entendu, le nombre de particules dans ce système est trop important pour faire une modélisation ab initio, donc on fait des approximations, et ces approximations ne marchent pas, comme d'habitude en science, c'est habituel, donc on essaie d'attendre, donc pour le moment on n'a pas confirmé les attentes qu'on espère. Voilà. Alors maintenant, juste pour conclure sur la fusion inertielle, un réacteur de fusion inertielle au niveau commercial, c'est très compliqué. Vous avez donc, pour faire une puissance typiquement de 1 gigawatt électrique, il vous faut exposer à peu près une cible toutes les dixièmes de seconde. Donc il faut tirer 10 cibles par seconde. Actuellement, une installation comme le NIF ou le laser mégajoule, ça fait 1 tir par jour à 2 tirs. Pourquoi ? Parce qu'on concentre la puissance des faisceaux laser, et le problème c'est que cette puissance dans les faisceaux est telle que les optiques souffrent beaucoup, déformations, etc. On les laisse refroidir, on les corrige, etc. Donc on a des cadences de 1 fois par jour. Il faut passer des cadences de 10 par seconde. Donc c'est pas tout à fait simple, donc ça sera un problème à résoudre. Ensuite vous allez avoir 10 explosions par seconde dans cette chambre à vide, et il faut que, donc si vous avez 10 explosions par seconde, il faut imaginer que les cibles sont en vol, que ces cibles en vol, donc, on contrôle leur vol souvent parfaitement, de manière à pouvoir concentrer 192 faisceaux laser dessus, ce qui n'est pas facile. Surtout que 1 dixième de seconde avant, il a explosé une cible avant, et donc il y a des débris absolument partout. Donc comment assurer la propagation des faisceaux laser? C'est pas évident. Donc on imagine, typiquement, alors c'est un peu la science-fiction, mais qu'en fait, la chambre vide serait reformée sans arrêt par un écoulement de lithium liquide. On va voir que le lithium est intéressant. Comme caloporteur, donc c'est ce caloporteur liquide qui est formé en chambre à vide, temporaire, dans lequel on vient faire exploser la cible, et donc on régénère cette chambre à vide à neuf, quelque part. Bon, c'est un peu la science-fiction, c'est pas évident. Par ailleurs, il y a un problème économique assez simple aussi. Si on regarde le coût de l'électricité, c'est une cible toutes les 10 secondes pour le gigawatt, donc le coût de la cible donne tout de suite le coût minimum de l'électricité. Si on veut fixer un coût raisonnable, il faut que chaque cible coûte moins que quelques centimes d'euros par cible. Alors vous avez vu que c'est une cible parfaitement sphérique. Actuellement, parmi des millions de petites sphères qu'on produit, de plastique, on en sélectionne une qui est bien sphérique, parce que la moindre imperfection génère des instabilités dans la compression. Ensuite, il faut donc créer cette couche de glace parfaitement uniforme. Alors c'est très compliqué aussi. Et puis ensuite, il faut créer cette cavité en or, etc. Donc arriver à quelques centimes pour cette cavité en or avec cette sphère, c'est pas évident du tout. Voilà. Donc c'est pas simple à faire la sienne. Pour moi, je travaille pour mon corps. Donc ça ne sera jamais industriel, quoi. Alors ne disons jamais. Alors pour le moment, c'est clairement les militaires, mais il y a des applications qui sont envisagées. Alors, dans une application envisagée, on va déconnecter. Le gros problème de la fusion inertielle telle qu'elle est vue là, c'est qu'il faut simultanément comprimer et chauffer. On peut imaginer en fait une déconnexion entre les deux processus, ce qu'on appelle une ignition rapide. On a 2 lasers, un premier laser lent qui fonctionne à la nanoseconde, c'est la lenteur, tout est relatif. Et donc ce laser lent ferait la compression, et ensuite on a un laser picoseconde qui vient chauffer le cœur, qui crée le point chaud. Et donc dans ce cas-là, les puissances seraient bien plus réduites, et on aurait peut-être quelque chose qui serait un peu plus facile. Mais bon, c'est néanmoins pas facile du tout. Mais ne disons jamais, ne disons jamais. Voilà, donc des difficultés qui ne sont pas simples du tout, mais bon, voilà. Alors si on compare un petit peu les progrès de la fusion inertielle et de la fusion magnétique, donc on a en fonction des années les progressions
Et il est intéressant de voir que, eh bien, malheureusement, il y a des retards dans toutes les machines. Hein, et donc, on a du mal à atteindre les performances attendues des machines. Et donc, on est sur un palier, alors qu'on a une progression assez régulière. On est un peu dans un palier de progression. Voilà. Donc, vous voyez que NIF n'a pas tenu ses promesses, il est bien plus bas que ce qui était prévu. Et donc, ITER est très retardé aussi. Hein, donc, il sera à pleine puissance aux alentours des années 2030. Hein, donc, là aussi, il y a un ralentissement d'une progression des performances. Voilà, donc, la fusion a du mal à tenir ses promesses. Hein, c'est vraiment le Prométhée qui a du mal à arracher le feu, le feu divin. Voilà, alors on a à peu près vu comment ça marchait, hein, parce que ça devrait marcher plus exactement. Maintenant, on se pose la question, comme toujours, hein, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est une énergie nucléaire? Quand on parle d'énergie nucléaire, on parle de déchets, on parle de risques, on parle de limitation des combustibles, on parle de prolifération nucléaire. Donc la question, eh bien, c'est qu'en est-il? Alors j'étais responsable de la communication de l'Institut lors de l'enquête publique pour l'implantation d'ITER à Cadarache. Donc je me suis retrouvé souvent parmi des vers assez durs qui me disaient que j'étais un assassin, etc. C'était violent. Et puis ils ont produit ce genre d'affiches hein, sur ITER. Donc on voit bien l'idée de pression incontrôlable. Hein, cette pression, on est très chaud, donc à très forte pression, c'est cette cocotte minute qu'on a du mal à tenir fermée, donc ça déborde, ça pollue la belle Provence qu'il y a autour. Hein. Les habitants sourient hein, devant ce spectacle, mais le sourire est un peu tendu, on sent un petit peu un sourire difficile. Et puis on voit derrière, hein, il est un peu maigre, hein, la base du champignon nucléaire. Hein. Cette machine peut se transformer en une bombe, hein, donc on aura une explosion nucléaire à Cadarache. Voilà. Donc tout y est, alors si on n'a pas tout à fait compris les subtiles allusions de l'illustration, c'est marqué comme sur les paquets de cigarettes que ITER tue. Hein. Voilà. Et voilà, donc c'est efficace, hein, c'est efficace, mais tant mieux, hein, il faut qu'il soit efficace. Je dis toujours aux anti-nucléaires, écoutez, vous auriez été à Tchernobyl en Russie et à Fukushima, il y aurait peut-être eu ni Tchernobyl ni Fukushima. La pression des anti-nucléaires sur l'industrie nucléaire est la garantie de la sûreté nucléaire. Donc s'il y a parmi vous des anti-nucléaires, allez-y, continuez, soyez bons, soyez efficaces, exercez cette pression, hein, c'est ça qui permettra que le nucléaire continue à survivre. Voilà. Oui. Alors, le premier reproche qui est fait au nucléaire en général, à la fission en particulier, qui est un vrai reproche, c'est pas durable. De toute manière, il y a 50 ans d'uranium sur Terre, ça sert à quoi de faire du nucléaire? Vous faites 50 ans d'uranium, 50 ans de production d'énergie, après vous avez des millions d'années avec vos déchets. Ça sert à rien. Alors bon, quand on est sur le générateur, on depuis 50 par 100, ça fait 5000 ans. Si on va récupérer l'uranium qui est dans des coins un peu paumés, on peut augmenter fortement. On peut même imaginer que sur un niveau extrême l'uranium des océans, l'énergie nucléaire de fission est quasiment renouvelable, puisque les océans, si vous abaissez, il est en équilibre la densité d'uranium dans les océans entre les apports des fleuves et les dépôts, et que si vous diminuez la concentration de l'uranium des océans, l'apport sera supérieur aux dépôts qui sont concentrés à la densité. Donc on peut même imaginer un jour une source renouvelable, entre guillemets, d'uranium sur la. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Qu'en est-il de la fusion, puisqu'on parle de la fusion? Je vous rappelle, la réaction de fusion deutérium-tritium donne hélium plus neutron. Donc le combustible deutérium et tritium. Alors le deutérium, c'est facile, prenez un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau, il y a à peu près 30 grammes, 33 grammes de deutérium dans ce mètre cube d'eau, facile à extraire, avec quelques dizaines d'euros, vous avez vos 30 grammes de deutérium extrait de ce mètre cube d'eau, et c'est l'énergie de votre vie. Voilà. Par contre, de tritium, c'est gênant, il n'y en a pas sur Terre. Pour une raison très simple, tritium radioactif, période 12,4 ans, il n'y a pas de tritium sur Terre. Donc est-ce qu'on s'arrête? Non, ça ne nous gêne pas, il n'y en a pas, on en crée. Voilà. Il promettait, hein, et voilà, il se prend pour l'aider. Alors, on n'est pas obligé, il y a un autre film qui s'appelle Moon, hein, l'histoire, ce sont des clones hein, qui vont exploiter l'hélium 3 qui est sur la Lune. Donc la régolithe, on arrache toute la régolithe, on a extrait l'hélium 3, c'est la seule chose qu'on peut extraire de la Lune. C'est que sur la Lune, s'il y avait des pépites d'or, ça ne vaudrait pas le coup d'aller chercher parce que le coût du transport est plus cher que le coût des pépites. Par contre, si vous récupérez l'hélium 3, l'hélium 3 c'est par définition léger, hein, encore plus léger que l'hélium 4 hein, d'ailleurs, donc vous arrivez, comme il y a les frais de transport sont faibles et que le contenu énergétique potentiel de l'hélium 3 est important, eh bien vous auriez, c'est la seule chose qu'on peut exploiter sur la Lune. Il n'y a rien d'autre exploitable. Voilà, donc on imagine qu'on est allé exploiter. Alors ça va être un peu gênant parce que quand même la densité d'hélium 3 dans la régolithe lunaire, c'est à peu près l'équivalent, il faut traiter à peu près l'équivalent charbon, disons, hein, au niveau énergétique. Donc il faudrait ratisser toute la surface de la Lune hein, sur pas ou 2 mètres pour récupérer l'hélium 3 de la régolithe. Bon, ce sera moyennement bien vu par les vers lunaires. Hein.
qui sont assez composés. Voilà, donc l'histoire, c'est qu'avec ces gigantesques machines qui viennent ramener la Régoli, qui vont... Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher l'hélium 3, hein. On peut rester sur Terre. L'idée, c'est qu'en fait, la réaction de fusion de tel tritium donne de l'hélium et de neutron. Ce neutron, on va l'utiliser. On va entourer le plasma d'une couverture de lithium. Ce lithium bombardé par le neutron va fissionner. Hein. Donc, le lithium 6, 3 protons, 3 neutrons, va être transformé en hélium 4 et en tritium. Donc, c'est comme ça qu'on va créer notre tritium à part de l'hélium. Donc, si on fait le bilan, ce qui se passe au cœur du plasma de tritium donne hélium plus neutron. Dans la couverture, neutron plus lithium donne hélium plus tritium. Et le bilan global, eh bien, c'est qu'on doit apporter dans le réacteur du deutérium et du lithium, et le produit, le déchet qui est produit, c'est l'hélium. Voilà. Alors, du deutérium, on a vu, on en a quelques euros, vous avez le deutérium de votre vie. Le lithium, il vous faut aussi quelques dizaines de grammes. Hein. Et ça, la source principale, c'est aussi les océans. Dans les océans, vous avez à peu près non pas 33 grammes par mètre cube d'eau de mer, mais vous avez 0,17 grammes par mètre cube d'eau de mer de lithium. Et donc, si on arrive à l'extraire par des méthodes totalement passives, hein, c'est pas simple, mais on peut espérer donc avoir une source quasiment inépuisable de lithium pour quasiment jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire la fin du monde, c'est à peu près dans 1 million d'années, hein, puisque le Soleil augmente, sa puissance augmente 7% tous les milliards d'années. Donc dans 1 milliard d'années, la Terre, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus rien, donc c'est la fin du monde. Donc on a largement de quoi tenir jusque-là avec le lithium de l'eau de mer. Voilà. Donc si on résume un petit peu, donc, pour un réacteur, hein, vous avez cette couverture, hein, on a vu qu'elle est indispensable, elle a 4 rôles principaux, elle est remplie de lithium. Ce lithium bombardé par les neutrons va être fissionné pour produire le tritium. En plus, cette réaction est exothermique, hein, la réaction neutron, lithium 6 est exothermique. Donc on rajoute aux 17,5 mètres de la réaction de fusion les 4,8 mètres de la réaction de fission qui se produit dans la couverture. La couverture est en soi un petit réacteur de fission. Voilà. Donc, bien entendu, cette couverture va être les neutrons qui sont produits au cœur du plasma vont traverser le plasma, je vous rappelle, 1 gramme dans 1000 mètres cubes, c'est totalement transparent pour les neutrons. Donc les neutrons vont immédiatement venir bombarder la couverture, la chauffer. Donc l'énergie qu'on a, le neutron, on ne sait pas comment la récupérer autrement sous forme de chaleur. Hein. Et donc c'est cette couverture qui va être parcourue par un fluide qui va extraire la chaleur et qui va permettre de l'électricité. Voilà. Donc si on regarde un petit peu comment c'est fait un réacteur de fusion, c'est d'abord cette chambre à vide hein, dans laquelle on travaille, chambre à vide parce que, en fait, au cœur du plasma, on a une pression qui est 8 fois la pression atmosphérique, mais dès qu'on s'éloigne, la pression est en dessous de la pression atmosphérique, on est obligé de maintenir le système isolé, hein, sous vide, entre guillemets. Donc là, vous avez la taille d'un homme, hein, pour avoir un peu une idée. Donc autour de cette chambre à vide, on met des bobines de champ magnétique, c'est dont on parlait, qui créent la pression magnétique, hein, typiquement. On va donc tapisser d'une couverture et puis en partie basse d'un diverteur qui vient pomper le plasma, qui a un rôle de pompage aussi, et une couverture donc est en blanc, hein, voilà, qui couvre tout ça. On rajoute quelques bobines pour contrôler la position et la forme du plasma. Le plasma est très instable, il faut sans arrêt contre-réagir pour le garder en position. Et puis on enferme tout ça, comme toutes ces bobines sont supraconductrices, dans un grand cryostat, 40 mètres de haut, 40 mètres de diamètre, sous vide, pour un réacteur, et qui permet de maintenir la température typiquement à 4,5 K dans les bobines. Voilà quoi ressemble un réacteur. Alors là, 5 mégajoules, c'est pas tout à fait pareil, il y a plus les bobines, ça c'est le réacteur de fusion magnétique. Mais un réacteur de fission, alors si on regarde le réacteur de fusion inertielle, au lieu d'être une géométrie torique, c'est une géométrie sphérique, c'est une sphère de 10 mètres, hein, avec la couverture aussi autour, c'est simplement la topologie qui change, mais le principe est le même. Vous avez ce plasma au cœur qui génère ces neutrons et qui chauffe et qui alimente. Donc, ça c'est l'auto-alimentation, mais le départ, il faut bien les lasers des ajouts. Ah oui, tout à fait. Alors au départ, vous avez en effet des lasers. Hein, ces lasers, dans le cas d'une centrale inertielle, à chaque tir, vous avez les lasers qui viennent chauffer votre système. Ils sont où dans la machine? Dans ce cas-là, ils seront tout autour, ils seront bien loin. Typiquement, les lasers sont des halls laser qui entourent la sphère de 10 mètres. Donc il y a des halls laser typiquement de 300 mètres de long dans lesquels il y a tous les amplificateurs laser qui permettent de générer le laser. Donc ce sont des très grandes machines. Donc si on résume tout ça, que ce soit en géométrie torique ou en géométrie sphérique, hein, pour inertielle, eh bien c'est toujours pareil, au cœur il y a un plasma. Hein. Nous avons un plasma au cœur dans lequel se produit une réaction de fusion. Hein. Tout autour de cette couverture en jaune dans laquelle il y a du lithium. Hein. Et ce lithium bombardé par les neutrons se transforme en tritium. Donc on a un mélange de tritium et d'hélium qu'on vient séparer dans une ligne cryogénique. On réinjecte le tritium dans la machine et on fournit à la machine du lithium
dans la couverture, deutérium directement dans le plasma, et puis un fluide caloporteur qui vient se chauffer et faire tourner tout. Et le déchet qui sort du système, c'est l'hélium. Donc, le fluide caloporteur, c'est pas... alors ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'hélium, ça peut être du liquide, du lithium-plomb, du lithium, métal liquide, du sodium, enfin, plutôt lithium-plomb. Eau, hélium aussi. Hélium, si on veut monter à trop haute température, pour obtenir des rendements de conversion chaleur électricité. À part l'eau, pour les machines d'électricité, pour produire l'électricité, comme c'est pas de l'eau, c'est... Avec le pouvoir de turbine à gaz, on envisage de faire tourner des turbines à gaz avec de l'hélium. On chauffe de l'hélium. C'était pensé pour les réacteurs rapides. Hein. L'idée, c'est de remplacer le sodium qui pose quelques problèmes en termes de réactivité avec l'eau et l'air par de l'hélium. Alors, le problème, c'est que l'hélium, on a du mal à le contenir quand on est à haute température, hein, ça diffuse un peu partout. Donc, c'est pas simple, la technologie n'est pas encore très au point. C'est pour ça que le réacteur Allegro, qui est un projet de réacteur rapide de fission, hein, est un peu en veille actuellement. Donc, c'est une technologie qui va ça. C'est toujours le sodium qui est, pour le rapide, c'est toujours le sodium qui est... Oui, dans la nouvelle version actuellement qui est envisagée par le Sénat, pour le rapide, c'est toujours du sodium, tout à fait. Avec un échangeur, par contre, sodium-gaz, de faire avoir un échangeur sodium-eau, hein, qui est plus Le lithium est sur quelle phase? Alors le lithium, c'est sous phase liquide. Hein. Le lithium, en général, alors il y a deux possibilités. Soit on avait une couverture solide, dans laquelle on avait par exemple des céramiques lithiées, hein, ça peut être sous forme solide, ou ça peut être sous forme liquide, soit de lithium pur, soit de lithium plomb, un électrique lithium plomb. Mais pour le renouveler, comment ça se passe? Alors, si c'est liquide, c'est pas compliqué, puisque là, vous injecter du lithium. Par contre, si c'est solide, il faudra changer les éléments de couverture régulièrement. On envisage de toute manière, les matériaux qui sont dans le réacteur sont des matériaux bombardés par un neutron de 14 mètres. C'est un neutron extrêmement énergique de la fusion, 7 fois plus énergique que ceux de la fission. Et la durée de vie des matériaux est extrêmement courte dans ces environnements. Donc, on est obligé de changer les éléments de couverture rapidement. Et d'en mettre sous forme liquide, parce qu'après il y a le plasma qui repasse dedans. Donc... Ah non, le plasma ne passe pas dedans. Le plasma il est dans le chambre à vide et le caloporteur est à l'intérieur de la couverture. Ils sont dedans. Non, mais je veux dire, le lithium, dans le lithium, après vous avez le tritium et l'hélium. Oui. Là, apparemment, ça communique. Alors, il y a un circuit d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va récupérer en effet dans la couverture le tritium et l'hélium vont diffuser. Et on a des circuits d'entraînement qui vont récupérer ça, pour les emmener dans l'usine de séparation. Donc il y a un double circuit en effet, un de caloporteur et un de récupération du tritium. Oui. La slide d'avant, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qui est à très basse température? Tout l'ensemble? Alors tout l'ensemble, tout ce qui est entre la chambre à vide et le cryostat est sous vide et très basse température. C'est le plus grand cryostat du monde, hein, celui d'ITER. C'est la plus grande installation cryogénique au monde. Alors assurer dans un volume de ce type-là, un vide, alors c'est du vide, mais c'est un vrai challenge. Enfin, il y en a des spécialistes du vide, hein, beaucoup de spécialistes du vide. C'est un vrai... Bon, ça rend tout radioactif. Hein. Alors, ça rend tout radioactif, oui, c'est une vraie question. Tout à fait, Quels que soient les métaux, les trucs. Tout à fait d'accord, on va activer, je suis d'accord. On va en parler tout de suite. Hein, donc, on va en parler. Il faut un circuit primaire et un circuit secondaire là, pour transporter le... Alors ça dépend ce qu'on a comme caloporteur, mais non, a priori on peut directement, par exemple en cas d'hélium, on peut éviter d'avoir des primaires et des secondaires. On peut avoir directement... Fukushima, ils avaient... Oui, les réacteurs en bouillante en effet n'ont pas de secondaire, ils sont directement... Alors on va parler de Fukushima, c'est bien le secondaire, je suis d'accord avec vous. On pourra en mettre un si. Alors les déchets justement, parlons des déchets, puisque vous parlez en effet d'activation. Alors, que se passe-t-il dans un réacteur de fusion? Au cœur du plasma lui-même, le déchet qu'on produit, c'est l'hélium. L'hélium est un déchet idéal, hein, inerte chimiquement, c'est pas gaz à effet de serre, c'est pas un polluant chimique, donc c'est pas radioactif. Même si on le perd, il rejoint l'univers qui est déjà pour sa masse connue un quart de masse d'hélium, donc on ne partit même pas l'univers, hein, on ne gêne pas Dieu. Donc tout va bien pour l'hélium. Si on prend une couverture idéale, uniquement faite de lithium-6, eh bien, le lithium-6, lui aussi, produit comme seul déchet de l'hélium, donc déchet idéal. Le problème, bien entendu, la couverture n'est pas uniquement en lithium-6, hein, donc il faut mettre des aciers, etc. Et ces vont être activés par un neutron, et en effet, on va générer des matériaux radioactifs. Alors, vous voyez, je parle de bois, je ne dis pas des déchets radioactifs, je dis des matériaux radioactifs. Alors, si c'est la lampe de bois, non. Pourquoi? Parce qu'un déchet, par définition, prenez l'Académie française, c'est élément, disons, matière dont on n'espère pas réutiliser par la suite. Or, l'idée fondamentale de la fusion, c'est de changer totalement le paradigme en termes de déchets. L'idée, c'est qu'en fait,
les matériaux qui ont conçu cette couverture, qui sont en effet irradiés, vont être recyclés. On va sélectionner dans la table de Mendeleïev les éléments dont les périodes d'activation sont supérieures typiquement à une dizaine d'années. De manière à ce qu'au bout d'un siècle, eh bien, les matériaux qui ont été activés pendant un siècle dans la machine, enfin pendant quelques années dans la machine, seront mis en désactivation pendant un siècle, et au bout d'un siècle, eh bien, on les recyclera pour la centrale suivante. En gros, l'espérance de vie centrale de fusion, c'est un siècle à peu près, ce qui est prévu aussi pour la fission. C'est-à-dire que les bobines de la chambre à vide seront calculées pour durer un siècle. Et par contre, la couverture qui est soumise à des fortes irradiations se dégradera, et donc au bout de 3 ans, il faudra les changer. Donc dans le siècle de vie d'un réacteur de fusion, vous allez avoir la première couverture qui va durer 3 ans. Vous la remplacez, vous la sortez, vous la stockez. Ensuite, vous avez comme ça 33 couvertures qui vont être générées pendant les 100 ans. Quand vous redémarrez la centrale suivante, vous récupérez la première couverture, les bateaux de la première couverture, vous les recyclez, on peut travailler à ce moment-là main nue sur ces matériaux, et vous les recyclez pour la génération suivante. Donc on change radicalement le paradigme, on ne transfère pas aux générations suivantes des déchets qu'ils devront gérer, on recycle, on a un changement total de paradigme en termes d'actifs matériels radioactifs. Mais après la première procession, les neutrons ils font un peu quand même. Sur le clinique, par exemple. Oui, alors on va aussi éventuellement. Alors, il faut bien voir que la couverture est dimensionnée pour absorber 99,99% des neutrons. Et donc la radioactivité résiduelle qui va arriver sur le cuivre supraconducteur, le supraconducteur, si vous le laissez arriver les neutrons, il chauffe et c'est perdu. Donc c'est impossible. Donc la couverture est faite pour tout absorber, quasiment. Et c'est fondamental. Si elle n'est pas comme ça, votre machine ne fonctionne pas. Donc tout s'arrête dans la couverture. Et le reste, c'est extrêmement faible. Alors, il y a un petit peu de radioactivité, mais extrêmement faible. Voilà. Donc voilà, l'idée, on change de paradigme en termes de déchets. Sûreté, vous connaissez, lui, hein, il est chargé de la sûreté dans un réacteur de fission. Alors, ils ont de la chance, les Anglais, vous avez vu, fission du cœur, hein, ils ont la chance que quand on parle de fusion du cœur, pardon, ça s'appelle, quand on parle de fusion nucléaire, on pense surtout à la fusion du cœur de Tchernobyl, fusion du cœur de Fukushima. L'avantage des Anglais, des anglophones, en tout cas, c'est pas fusion, mais c'est melt down. Hein. Ils ont de la chance, on n'a pas cette chance. Est-ce qu'on peut confier un réacteur de fusion à Homer? Vous savez qu'en plus il adore les donuts, hein, donc on peut voir. Facile. Alors, donc on a évoqué Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl, c'est quoi? C'est un réacteur dont on perd le contrôle, donc il y a une excursion en puissance. Parce que je vous rappelle que le réacteur de fission contient 3 ans de combustible. 3 ans, il a de quoi fonctionner à puissance nominale pendant 3 ans. Donc si vous perdez le contrôle, eh bien, la puissance peut être typiquement, comme ça s'est passé à Tchernobyl, en quelques secondes, vous avez une puissance qui n'est plus la puissance nominale, mais 100 fois la puissance nominale. Alors bien entendu, c'est auto-limité, à un moment donné, tout ça explose, donc ça s'arrête. Hein. Mais vous avez pendant quelques secondes, donc 100 fois la puissance nominale. Alors les gens se plaignent. Hein. On leur vend un réacteur 1 gigawatt, on leur fait 100 gigawatts et ils gueulent. Et voilà, les clients. Donc, est-ce qu'un Tchernobyl, la fusion est possible dans la fusion? Alors, je vous rappelle encore que la puissance fusion est liée entièrement à la pression. La pression du plasma étant donnée, la puissance fusion est donnée. Or, la pression du plasma est équilibrée par la pression magnétique. Dès que vous dépassez la pression nominale du plasma, la pression magnétique est plus suffisante pour maintenir la stabilité. Votre plasma s'arrête instantanément. Donc, un réacteur de fusion, ça serait auto-limité en puissance. On ne peut pas dépasser la puissance nominale. Il est auto-limité totalement passivement. Hein, il a démontré, ça fait à peu près 60 ans hein, qu'on essaye de dépasser la puissance. Hein. On n'est toujours pas arrivé. Je vous rappelle que dans la fission, ils sont arrivés tout de suite. Donc pas de Tchernobyl possible. La puissance ne peut pas dépasser la puissance nominale de manière absolument passive. Fukushima, c'est quoi? C'est pas une perte de contrôle. Fukushima, c'est un tremblement de terre. À ce moment-là, on monte les barres de contrôle. C'est un réacteur où les barres de contrôle sont en bas. C'est un réacteur oubliant. Donc on monte les barres de contrôle. Ils ont l'habitude, les Japonais, ils arrêtent le réacteur. Malheureusement, un réacteur de fission contenant plusieurs dizaines de tonnes de matériaux extrêmement activés, eh bien, continue à dégager, même quand on arrête la réaction en chaîne, à peu près 10% de sa puissance. Donc, si on fait d'habitude, on continue à faire circuler du fluide, hein, un caloporteur pour extraire de l'eau, donc pour faire extraire la chaleur. Malheureusement, après le tremblement de terre et le tsunami, et on détruit le système qui alimente en eau le réacteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne refroidit plus. Il y a 10% de puissance, mais la température monte. On arrive à faire l'hydrolyse de l'eau. L'eau se décompose, hydrogène, expose l'hydrogène, etc. Fusion du cœur. Voilà ce que c'est que Fukushima. Alors l'avantage de la fusion, c'est que les couvertures qui sont activées donc, vont être dégagées aussi de la puissance, mais ce n'est pas 10% de la puissance nominale, c'est typiquement 1% de la puissance nominale, parce qu'on a choisi nos isotopes hein, pour avoir un peu d'activité. Donc à 1% de puissance nominale, on peut utiliser des méthodes totalement passives. On utilise comme source froide quoi? L'air de l'atmosphère. Hein.
avec des systèmes de convection naturelle, le système cheminée, qui permet d'évacuer extrêmement simplement 1% de puissance résiduelle, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc on peut garantir a priori qu'il n'y aura ni Fukushima ni Tchernobyl dans un réacteur de réaction nucléaire. Bon, je ne vais pas dans tout. Alors, le vrai risque de sûreté d'un réacteur de fusion, c'est quoi? C'est le risque tritium. Le tritium, c'est un élément radioactif, c'est un émetteur bêta peu puissant, peu énergétique. Donc si vous respirez du tritium, l'état gazeux naturellement, c'est l'hydrogène, jamais l'hydrogène, un grand coup de tritium, vous avez du bêta dans les poumons, vous respirez, puis c'est fini. Le vrai risque, c'est l'eau. L'eau ferrugineuse, extrêmement dangereuse, l'eau tricier. Je vois que ceux qui connaissent encore l'histoire de l'eau ferrugineuse, ça marche encore. Dans les publics jeunes, ça ne marche pas du tout. Donc l'eau dangereuse, pourquoi? Parce que l'eau, c'est pas... Et l'eau, elle reste 10 jours en moyenne. Période biologique, c'est 10 jours. Donc vous avez 10 jours au lieu de quelques secondes de dose. Donc l'eau tricier est bien plus dangereuse que le tritium. Alors la solution, c'est quoi? C'est la bière. C'est le pastis. Non, la bière. La bière, dans l'eau, la bière est bien plus diurétique. Donc avec la bière, c'est plus 10 jours, la période biologique, c'est 3 jours. Vous allez à la fête de la bière à Munich, vous verrez tout de suite, vous comprendrez tout de suite. Donc on s'entraîne régulièrement, et je vous propose aussi de nous entraîner à des exercices à l'air tritium, et on boit la chope. Donc on dit à nos femmes, nous allons faire un exercice à l'air tritium, et donc on s'entraîne sérieusement. On est très entraînés. Voilà. Donc on prépare la population. Voilà. Donc le risque tritium, c'est le risque fondamental. Alors qu'est-ce qu'on fait pour limiter ce risque-là? Combien de tritium d'ailleurs dans un réacteur à fusion? Dans le placement, on a fait 1 demi-gramme à peu près de tritium. Pas grand-chose. Et le vrai enjeu de la sûreté de la réacteur de fusion, il est en fait dans la quantité de tritium qui sera absorbée dans les parois de la chambre à vide. Il faut absolument, et ça sera sans doute une requête absolue de notre institut nucléaire, limiter cette quantité à quelques centaines de grammes. Et on nous demandera sans arrêt, garantissez-nous qu'il n'y a jamais plus de centaines de grammes. Pourquoi? Parce qu'en cas d'accident, bien qu'il y ait 3 barrières autour de ce tritium, eh bien vous avez la chambre à vide, vous avez le kiosque et vous avez le bâtiment qui est dépressurisé autour, qui assure 3 barrières. Néanmoins, l'accident majeur de sécurité, c'est quoi? C'est une rupture simultanée de 2 canalisations, les 2 canalisations qui traversent les barrières, et dans ce cas, les 2 premières barrières sont totalement court-circuitées. Vous retrouvez avec du tritium dans l'atmosphère du bâtiment interne. Alors comme il est en dépression, et qu'on le maintient sans cesse en dépression, qu'il n'est pas étanche, mais qu'est-ce qui se passe? Comme on pompe sans arrêt l'air tricier, et qu'on, bien entendu, on fait passer à des filtres à tritium, mais ils ne sont pas idéaux. Donc on va quand même rejeter dans l'atmosphère quelques peu de tritium. Et sur les quelques centaines de grammes qui sont dans cette zone-là, on pense qu'il y aura typiquement quelques pourcents qui pourra passer à travers ces filtres de tritium. Et donc l'accident majeur qui a été pris par l'autorité nucléaire pour le dimensionnement d'ITER, puisque ITER, c'est une installation nucléaire de base qui est passée au travers des mailles du filet de l'autorité nucléaire, et bien l'accident majeur, c'est rejeter à peu près quelques grammes de tritium dans l'atmosphère. C'est ça l'accident majeur d'un réacteur de fusion. Comment évaluer les conséquences de l'accident? 3 méthodes. Une méthode extrêmement simple, c'est, eh bien, on prend ce qui s'est passé. On a eu à peu près 100 000 Tchernobyl de la fusion. À peu près 750 kg de tritium ont été mis dans l'atmosphère de l'hémisphère nord principalement, lors des essais nucléaires dans l'atmosphère. Donc on a eu 100 000 Tchernobyl de la fusion. On n'est pas en France, ça s'est arrêté à la frontière. Oui, ça s'est arrêté à la frontière, exactement. Oui. Pourquoi oublier? Ça n'a jamais été dit, mais bon, on reviendra là-dessus. On en reviendra. Mais donc, nous avons baigné, puisque je vois des certain nombre de têtes blanches ici, nous avons baigné dans l'atmosphère de tritium, à l'époque où on est les plus sensibles à ce genre de problème. On est un peu négatif, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que ce soit le tritium. Il y a d'autres raisons. La bière en particulier. Bon, voilà. Donc, voilà, 100 000 Tchernobyl de la fusion, on a survécu. C'est une manière un peu simple d'aborder la chose. Deuxième manière, un peu plus scientifique, c'est ce qu'on fait dans les analyses, on essaie d'étudier la dose. On imagine donc que le jour où l'accident se produit, il n'y a pas de vent. Il y a souvent du Mistral chez nous, il n'y en aura pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont responsables ils vont se récupérer tout le tritium, ça tombe chez nous. Ça va jeter à la cheminée, parce que le principe, c'est qu'en général, quand il y a un risque, on le fait partager à toute la population pour avoir des doses minimales. On imagine ce jour-là, tout retombe, et on imagine qu'instantanément, le tritium, quand il apparaît à la cheminée, se transforme en eau tricier, qui est bien plus dangereuse que le tritium. Et donc cette eau tricier se dépose tout autour, on continue à vivre sur place. Mon petit carré de laitue qui est devant mon bureau, je continue à le cultiver, je mange ma laitue, et je regarde la dose que j'ai. Donc pour un Provençal, on va doubler notre dose. Donc on va avoir des doses d'Auvergnat ou de Breton. Donc ça va nous dégrader, bien entendu. On se met toujours une partie de la salade d'eau. C'est qu'en cas d'accident majeur d'un réacteur de fusion, on n'évacue pas la population.
faut bien voir que l'évacuation de la population a un coût extrêmement important. Déplacer des gens, c'était quand on l'a fait à tsunami à Fukushima, c'est un coût en termes de morts, etc., important, des maladies cardiovasculaires, de maladies psychiatriques assez important. Donc, le fait de ne pas avoir à évacuer la population, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Voilà, c'est ce à quoi s'engage le comité de fusion, c'est qu'en cas d'accident majeur à cas de fusion, on n'évacue pas. Et donc les doses restent dans des doses tout à fait acceptables. Voilà, donc, si, troisième méthode, on rejoint donc les anti-nucléaires qui nous mettent iter-tu. Et on peut se poser la question, quel est l'équivalent en termes de cigarettes d'un accident majeur, de rester sur place dans un accident majeur. En gros, 1 gramme de tritium dans l'atmosphère, pour quelqu'un qui reste sur place, c'est équivalent à fumer un paquet de cigarettes, pas par jour, mais dans sa vie. Donc si vous assistez à un accident majeur, vous êtes resté sur place dans un accident majeur dans un nucléaire à fusion, vous prenez autant de risques de fait de fumer quelques paquets de cigarettes dans votre vie. C'est un ordre de grandeur, bien entendu les comparaisons valent ce qu'elles valent, c'est pas très clair, mais ça vous donne un ordre de grandeur approximatif des risques. Alors c'est pas si simple que ça, le risque de tritium n'est pas si bien évalué que ça, c'est plus compliqué. Parce qu'une partie en fait du tritium peut se lier, c'est l'hydrogène, donc il peut se lier, typiquement 1% du tritium que vous absorbez peut se lier avec un carbone. Nous sommes principalement du carbone et de l'hydrogène. Et un peu d'oxygène, donc on est de l'eau. Mais donc, et il peut à ce moment-là se fixer sur du carbone. Dans ce cas-là, souvent ça se passe malheureusement dans le cerveau, dans les gonades, donc c'est pas tellement un endroit sympathique. Et donc ce risque-là n'est pas tout à fait bien évalué actuellement, donc on travaille là-dessus. Il y a d'autres risques aussi, c'est que s'il y a un incendie dans ITER, vous allez avoir des poussières tritiées qui vont être créées. On va avoir un incendie qui crée des suies avec des tas de granulométrie, ces poussières, et ces poussières vont se mettre comme toutes les poussières dans les poumons, et selon la granulométrie, plus ou moins profond dans les bronches. Et là, vous allez avoir des doses qui vont être permanentes, puisqu'elles seront fixées dans la zone. Voilà, donc, c'est des risques qui sont en cours d'évaluation, donc qui permettront donc, de réévaluer les risques et donc de regarder les conséquences d'un accident. Mais les ordres de grandeur restent, ce que je vous ai présenté, sont quand même relativement corrects. Voilà pour la suite. Prolifération. Vous savez que quand on fait une usine d'enrichissement d'uranium, ce sont des centrifugeuses. Si vous les mettez en parallèle, vous faites de l'uranium en quantité à 3%, vous les mettez en série, c'est appuyé sur un bouton, vous enrichissez en série, donc vous faites de l'uranium à 90% ou plus pour faire une arme nucléaire. Voilà, donc la technologie nucléaire est proliférante par définition. Il n'y a pas de différence réelle entre une installation. Ce que je dis n'est pas très bien vu par les gens du CEA, c'est ma vision personnelle, mais bon, je me suis exprimé depuis 30 ans, et je n'ai pas encore été sanctionné gravement. Donc je continue à le dire, donc la technologie civile peut aboutir à la prolifération. Qu'en est-il de la fusion? Alors il faut révéler donc quelque chose que je ne connais pas, puisque je ne suis pas secret défense, et je ne sais pas comment fonctionne une arme nucléaire, mais je vous explique comment elle marche quand même, ne le sachant pas. Si je le savais, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Donc mieux vaut que je ne le sache pas, comme ça je peux vous l'expliquer. Voilà, donc je vais vous l'expliquer. Alors une arme nucléaire, c'est d'abord, le vrai problème d'une arme nucléaire, c'est que ça ne peut plus être Little Boy ou Fat Man, c'est pas Fukushima, mais Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi? Parce que dans ces armes, toute la puissance venait de réactions de fission. Donc il fallait mettre une relativement grande quantité de batteries fissiles, de manière à ce que lorsque vous les mettez en... Donc l'idée fondamentale de ces armes-là, c'était quoi? On avait deux demi-masses critiques, elles vont rapprocher soudainement, et ça fait boum. Ce qui est gênant, c'est que lorsque l'avion qui transporte ça s'écrase, les deux masses qui sont un peu éloignées, elles se retrouvent aussi. Donc votre avion qui se voit au territoire pour vous protéger s'écrase et vous avez droit à l'explosion nucléaire en direct. En général, le public n'aime pas. Donc on ne peut plus faire des bombes de ce type-là. Il faut faire donc des bombes qui n'explosent pas lorsque l'avion s'écrase. Donc il faut éviter au maximum les matières fissiles. Parce que les matières fissiles, par définition, ça a tendance à devenir critique dès que ça s'écrase. Donc l'idée, c'est qu'on a dans une arme donc on a typiquement deux étages, deux niveaux différents. Il y a l'allumette, qui est une bombe de type Hiroshima-Nagasaki, une bombe à fission. Mais cette bombe à fission est en puissance, oui c'est bon, est à puissance minimum. On met typiquement le minimum, il faut quelques kilos de plutonium typiquement, pour arriver à créer, tout ce qu'on lui demande, c'est de faire une grande vague de chaleur, un grand flash. Vous savez que les Japonais avaient appelé la bombe nucléaire le picadone, c'est-à-dire éclair tonnerre, puisque c'est comme dans un éclair, ça fait un grand flash, et ensuite, quelques temps après, à la vitesse du son, le bruit et la bande de pression vous arrivent dessus.
Donc c'est elle qui va être chargée de faire cette onde de chaleur qui va chauffer le deuxième étage, où c'est là qu'est la puissance de l'arbre. Hein, et c'est là qu'on a ce mélange deutérium-lithium qui va être chauffé à 200 millions de degrés et comprimé, comme on l'a vu en fusion inertielle, de manière à produire toute la puissance de l'arbre. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, ce système-là, tant qu'il n'est pas chauffé à 200 millions de degrés, eh bien, la puissance dégagée est nulle. Donc même si l'avion s'écrase, eh bien, il n'y a pas de risque. Et donc en séparant par un bouclier les deux parties, vous évitez que même si ça s'écrase et que l'onde de chaleur se produit, la puissance de l'arme est extrêmement réduite. D'accord? Voilà, donc une arme sûre est une arme dont 99% de la puissance vient de réactions thermonucléaires. Et donc ça, cette partie-là, cette charge-là, est en taille minimum. Donc tout ce qui empêche la prolifération, si vous voulez faire une arme nucléaire, vous pouvez commencer ce soir. Je vous dis la recette, c'est assez simple. Vous achetez sur Internet de l'eau lourde, ça coûte quelques dizaines d'euros, vous avez votre deutérium. Le lithium, vous pouvez appeler ça, acheter ça sous forme aussi de lithium 100 euros. Donc cette partie-là, puis ça c'est du plastique, hein. C'est l'équivalent, vous savez, la petite enveloppe plastique qu'on avait, qui va être chauffée par l'onde de chaleur venant du premier étage de fission, qui va donc être transformée en plasma, qui va créer cet effet fusée qui permet de comprimer. Donc vous récupérez un peu de plastique, ou un peu d'eau lourde, un peu de lithium, vous avez votre étage thermonucléaire. Le moment où ça devient difficile pour votre arme, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quand vous voulez avoir les quelques kilos de plutonium 239 pur. Alors vous mettez, bon, la seule solution, ça ne se trouve pas dans le commerce, hein, cherchez sur Internet, je vous promets que vous ne trouverez pas, vous faites une petite annonce, cherche 6 kilos de plutonium 239. Si vous êtes seul ce soir, essayez, hein, vous aurez de la compagnie, je vous promets. Sachant la péninsule de Kola, en URSS, il y a 200 sous-marins nucléaires et il paraît qu'il y a des mafieux qui font travailler des esclaves complètement irradiés pour le sortir et le donner. Ah, mais écoutez, faites un essai. Faites un essai, allez à la partie de Kola, récupérez. Non, mais oui, c'est vrai, il y a des dégâts. Parce que c'est quand même le plus difficile. D'accord, c'est le plus difficile à acheter. Tout simplement. Principe de Kola ou pas. Voilà. Donc, la vraie difficulté, ce qui empêche la prolifération, hein, c'est extrêmement simple, c'est le fait qu'il est difficile d'obtenir de l'uranium fortement enrichi, hein, donc quelques kilos aussi d'uranium 235 fortement enrichi, sans plus, ou de l'uranium 239 pur. Il ne faut pas l'uranium 239 pollué par du 240, 241 comme dans les réacteurs, il faut du pur. Voilà, donc c'est pas facile à obtenir. Voilà. Et c'est quelques kilos. Il faut bien voir que dans les réacteurs à fission, vous avez facilement plusieurs tonnes de plutonium, et donc il est facile d'en détourner quelques kilos sans aucun problème. On l'a fait à Cadarache. On avait à Cadarache une unité de production d'oxyde mixte, hein, un mélange plutonium-uranium, et pendant des années, on a traité certaines quantités, des tonnes et des tonnes de ce mélange uranium-plutonium. Et quand on a démantelé l'installation, donc on vérifiait, bien entendu, on était sous surveillance, hein, on vérifiait qu'on ne détournait pas, et donc quand on a démonté l'installation, on s'est aperçu qu'on avait détourné quelques dizaines de kilos de plutonium, de quoi faire une arme en gros, au vu et au su de tout le monde. Personne n'a voulu le faire, mais simplement quand vous faites des bilans, même si vous vous trompez de 0,01% sur le bilan, vous avez passé plusieurs tonnes, vous avez quelques kilos à la fin, vous avez détourné. C'est les poussières qui avaient été simplement déposées dans les boîtes à gants, hein, lors des processus de travail, et on a détourné quelques kilos de plutonium. Tout le monde était là à surveiller, hein, je veux dire, il y avait tout le monde, et personne n'a voulu le faire, mais on l'a fait. Donc vous voyez que même si on veut le faire, et sous la surveillance le plus directe de tout le monde, on peut le faire. Voilà, c'est pas simple. Donc on ne peut pas contrôler des bilans de plusieurs tonnes à quelques kilos près. Donc détourner du plutonium est assez facile. Voilà. Donc c'est un vrai problème. Dans le cas de la fusion, vous avez une uranium et plutonium, donc vous ne pouvez pas a priori avoir ce qui manque comme ingrédient complémentaire. Voilà, c'est l'intérêt en termes de prolifération. Très rapidement, les quelques enjeux de la fusion, très importants. D'abord et fondamentalement la question des matériaux. Je vous rappelle les neutrons de fusion, ça c'est la courbe d'Aston, c'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléon typiquement est de l'ordre de 8 MeV en moyenne. Les nucléons au cœur du noyau sont liés par une énergie de 8 MeV. Vous voyez que les neutrons de la fusion qui sont de l'ordre de 2 MeV, ces neutrons ont une énergie moyenne bien inférieure à l'énergie de liaison. Ils ne sont pas capables de casser le noyau. Par contre, ceux de fusion sont nettement supérieurs à l'énergie de liaison. Ils sont beaucoup plus efficaces. Un matériau bombardé par des neutrons de fusion subit à peu près 100 fois plus de transmutation que lorsqu'ils sont bombardés par des neutrons de fission. 100 fois plus de transmutation. C'est-à-dire que le matériau est 100 fois plus transformé. Sa composition chimique est changée. Donc ses propriétés thermiques, mécaniques, etc. Voilà. Donc c'est un vrai problème. Et pour le moment, si on est honnête, on n'a pas de matériau capable de se tenir longtemps dans un réacteur de fusion. Et tant qu'on ne mettra pas au point ces matériaux, le réacteur de fusion commercial ne peut pas exister. Donc, à côté du défi de mettre au point un réacteur capable de produire plus
plus de puissance qu'il en consomme, il faut aussi mettre au point ces matériaux qui sont capables de tenir. Donc c'est un vrai enjeu, et c'est un enjeu aussi important. Voilà, donc ces matériaux en fait fragilisent, hein, ces neutrons fragilisent les matériaux, il y a des cassants. Donc c'est extrêmement dangereux du point de vue mécanique. Par rapport à ce que vous venez de dire, Oui. bon, il y a ITER, il y a des mots. Oui. Des mots, ça aboutira à produire de l'énergie, chez l'électricité, par rapport mettons, à l'échelle de ce que on consomme en France ou dans le monde. Oui. En France, c'est en puissance, on est à 53 gigawatts, on est à 120 gigawatts installés, dans le monde. Non, en France. 120 gigawatts d'énergie confondue. Dans le monde, on doit être à 10 000 gigawatts de grandeur. Hein. Oui. 10 000 gigawatts. Restons pour la puissance française. Combien il faudrait d'installations de type démo ou de l'installation qui suivrait pour faire face à 100% des besoins? En gros, la taille critique minimum d'un réacteur de fusion, c'est 1 gigawatt électrique. En dessous, vous n'avez pas de réacteur de fusion. D'accord. Autant de réacteurs de fusion, vous pouvez en faire des petits. 1 gigawatt, c'est un réacteur. Mais c'est un réacteur, c'est-à-dire. Un petit réacteur français actuel. Voilà. On remplacerait en gros, si on voulait passer à la fusion aussi un jour où ça marche, on remplace tous les réacteurs à fission français par réacteurs à fusion, et vous avez les sites qui sont déjà prêts, hein, et on le fait directement. Et Tous ça, les sites sont prêts. cette étape-là, c'est démo ou une étape après? C'est plutôt l'étape après démo, c'est un démonstrateur, disons, encore non commercial, et c'est l'étape après. C'est-à-dire, temporellement, c'est plutôt fin du XXIe siècle. c'est ça. Début du 22e. Je serais mort, je m'en fous, je peux vous dire ce que je veux. Moi aussi d'ailleurs pour la plupart, merci. On va pas dire j'ai menti. Voilà les étapes. Voilà. Si tout marche. Si tout marche. Si tout marche, voilà, si tout marche. Et donc en particulier, il y a cette installation, ce projet qui s'appelle IFIMI, qui est un accélérateur de particules qui va accélérer le deutéron, qui va impacter sur une cible en lithium, qui va générer des flux de neutrons de 14 mètres pour tester les matériaux. Donc cette installation de 4 ou 5 milliards, c'est pour irradier des matériaux dans un demi-litre. On aura de quoi mettre des éprouvettes pour la taille d'une allumette dans un demi-litre pour tester les matériaux. C'est un vrai défi aussi. Et c'est pas encore acté. Alors on a fait un prototype échelon sur chaque élément d'accélérateur, mais la machine complète qui permettra vraiment d'irradier les matériaux n'est pas encore en place. Voilà. Dernier défi, je vais terminer quasiment, l'interaction plasma-paroi. Les parois, malheureusement, on ne peut pas répartir de manière uniforme le flux de chaleur qui provient du plasma. Donc il y a une concentration très forte et les matériaux sont soumis à des flux de chaleur qui sont équivalents à ceux qui sont à la surface du Soleil. Donc il s'agit, et on a fait ça sur Temps Suprême, de mettre au point des matériaux qui sont capables de se poser à la surface du Soleil. Voilà. Donc c'est un vrai défi. Voilà. Je conclus. Donc voilà, bon, j'ai tout dit, donc je ne vais pas répéter tout ça. Hein. Donc je vous rappelle, donc, la fusion c'est idéal, c'est une fusion idéale. C'est idéal, c'est du nucléaire sans les déchets, c'est des nucléaires avec des combustibles extractifs des océans accessibles à tous et peu coûteux, c'est non proliférant, c'est sûr, donc c'est idéal. Mais je vous rappelle que la fin du film, certains l'ont chaud, qui sont de la gritote, excusez-moi, eh bien, vous savez que Lemon donc, est déguisé en femme, et donc le milliardaire est tombé amoureux de Greg Lemon déguisé en femme, et donc il déclare sa flamme, mais à ce moment-là il se révèle, il dit écoutez, c'est sympa, mais je suis un homme, et la réponse nobody is perfect. Voilà. Les hommes en effet ne sont pas parfaits, vous le savez, mesdames. Voilà. Donc c'est pareil pour la fusion, et donc le vrai défi de la fusion, c'est qu'on n'a pas encore montré, donc les étapes à franchir, c'est montrer qu'on est capable de s'auto-chauffer à 80-90%, ITER fera 70%. Laser méga-jouleni vont faire 10 de facteurs d'amplification. Entre l'énergie des faisceaux et ce que fait l'énergie des faisceaux et l'énergie dégagée par l'action de fusion, il y a un facteur 10. Un réacteur fait un facteur 100 pour gagner un facteur 10, c'est très évident. Et puis il faut mettre au point des matériaux qui tiennent aux neutrons de chaleur. Voilà. Alors, la vraie question, pourquoi on avance lentement? Pour deux raisons. On n'a pas la modélisation et on n'a pas les installations expérimentales. Donc si un jour on a, au-delà de NIF qui fonctionne, ITER fonctionne, IFMI fonctionne, on aura des expériences. Et si dans 20 ans, les ordinateurs continuent à doubler leur puissance tous les 2 ans, on aura de quoi faire la modélisation. C'est 10 puissance, 23 particules à modéliser en interaction complexe. Il faut 20 ans de progrès des ordinateurs pour le faire. Dans 20 ans, je ne vous promets pas la fusion. Dans 20 ans, je vous dis qu'on ira plus vite parce qu'on aura les instruments expérimentaux et on aura la modélisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Moi j'en ai une. La question de confiance. ITER c'est fait pour produire de l'électricité. Non, Ok. c'est 0 watts. La fusion nucléaire c'est fait pour produire de l'électricité. Oui. Quand est-ce que vous pensez que sérieusement on pourra avoir de l'électricité à bon marché grâce à la fusion nucléaire? Alors, à bon marché, je ne peux pas vous répondre. Enfin, quand est-ce que... L'économie, j'étais responsable de l'évaluation du coût d'ITER dans les années 94. Le coût que j'avais estimé à l'époque, c'était 5 milliards, on en est à 25 milliards. Donc j'estime qu'en tant qu'expert de... Non, mais c'est quoi? C'est dans 50 ans? Alors, moi, ce que je vous ai dit, je dis dans 20 ans, on aura les moyens de travailler. Si tout marche bien, si on a ITER, si on a ITER, on aura les moyens d'aller plus vite. Je ne vous dis pas que dans 20 ans ça fonctionnera, je ne vous dis pas que dans 50 ans ça fonctionnera. On va éviter de faire des promesses. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que ITER est une machine symbolique. Si vous voulez vraiment faire de l'industrie, je vous rappelle, quand on a développé un réacteur à fission, on a fait 50 types de prototypes différents sur un seul site aux États-Unis pour tester les meilleures combinaisons entre combustible, caloporteur et polymodérateur. On a fait des supports pragmatiques. On fait un seul réacteur mondial. C'est pas ça qui va aboutir à un développement industriel. En fait, chacun des partenaires, ces partenaires, la Chine, l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, etc., on va tous, et l'Inde, on va tous être capables de faire un prototype. Et on aura avancé plus vite. Donc on n'est pas, et clairement pas, au niveau nécessaire pour développer la fusion industrielle. On fait du symbolique, comme beaucoup d'endroits. Alors, Xavier, une question. On peut prendre 2-3 questions, puis après on arrête. Vas-y. Moi, je suis là après, on peut travailler jusqu'à minuit. Vas-y. J'ai été à plusieurs conférences sur les centrales de 4e génération qui marchent au plutonium et à l'uranium 238 qui représente 98% du minerai qu'on tient de la Terre. Ces générateurs de 4e génération, grâce à la Hague, nous avons servi, nous, la France, de poubelle au monde entier, on a pour 4000 ans d'autonomie énergétique grâce à ce plutonium qui est à la Hague. Donc, quel est l'intérêt en dehors de découvrir la gloire de l'esprit humain et les joies de la fusion? Quel est l'intérêt par rapport à une centrale de 4e génération qui, elle, représente des millions de fois moins de problèmes que la fusion? Alors, millions de fois moins de problèmes, je ne suis pas tout à fait d'accord. En termes de sûreté, on n'est pas tout à fait au même niveau, en termes de déchets, on n'est pas tout à fait au même niveau, en termes de prolifération, on n'est pas tout à fait au même niveau. Et voilà, donc c'est pas si simple que ça, la 4e génération. Voilà, c'est pas si simple, la 4e génération. Mais oui, moi je ne suis pas contre la 4e génération. C'est vrai que la probabilité que ça marche, c'est beaucoup plus important que c'est la fusion. Il y en a 2 qui marchent aux États-Unis, 2 en Russie, et nous, notre Super Phoenix, on a du mal à le démonter. Tellement il était mal conçu. Il est en cours de démantèlement. Pas de polémique. Non, non, si, au contraire, je ne suis pas contre. Non, mais actuellement, on est en train de faire un nouveau prototype en France, un réacteur donc, surgénérateur, qui est en cours de projet, il n'est pas encore acté, en cours de la construction, et on est extrêmement avancé, on espère en effet avoir des meilleurs rendements, plus de sûreté, etc. Mais bon, ce sont 2 voies possibles. Moi, je ne prédirai pas quelle voie sera celle qui sera préférée. C'est vrai que ça marche déjà aux États-Unis. Il y a plusieurs réacteurs, bien entendu, qui ont fonctionné, oui. Alors ça n'a jamais été très facile, il y a eu beaucoup d'accidents sur beaucoup de réacteurs. Le sodium, c'est pas facile, si vous voulez, vous êtes obligé de le maintenir sans cesse en température, sinon il solidifie. Il y avait aussi les réacteurs au plomb, refroidis au plomb, qui, dans les sous-marins, justement, à la presqu'île de Colin, c'est des réacteurs qui devaient fonctionner sans arrêt aussi, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et ils ont eu des très gros problèmes à l'évolution sur ces réactifs de réacteurs. Donc ça, là où ils ont été utilisés de manière un peu industrielle, il y a eu des vrais problèmes. Mais qui sont solubles. Je veux dire, je ne suis pas là pour dire que la fusion est bien mieux que la fission. Ce sont 2 voies possibles. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix pour le futur. Le vrai défi de l'humanité, c'est de basculer 80% de fossiles actuellement à 80% de non-fossiles. Et on ne sait pas. Personne ne peut dire ici, aujourd'hui, quelle sera la solution. La fusion est possible. Les surgénérateurs en sont possibles. Le solaire, l'éolien, etc. Je n'ai pas... personne ne peut dire ce que sera la solution. Et mon opinion profonde, c'est qu'il faut, pour les générations futures, leur donner un maximum d'atouts qui puissent éventuellement choisir. C'est pas nous qui choisirons, ce sont eux qui choisiront. Et moi, le but de ma vie, ça a été de mettre entre leurs mains cet atout éventuel que peut être la fusion. C'est tout. Mais écoutez, c'est un beau mot de conclusion. On remercie monsieur. J'ai reçu
souhaite avant retour de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous au 22 septembre. Mais regardez sur le site pour voir qui viendra en conférence. Je ne sais pas si la personne prévue acceptera le changement de date. Voilà, bonsoir, bon retour. En fait, on a chacun réussi à mesurer l'efficacité la réaction de son produit. Comment elle est improbable. Il y a un facteur 10% de la réaction. En même temps, il y a 10% plus faible. C'est rapide. On est loin d'avoir